quiet land, loved by the sea, the sweetness of your hand. These lines were drawn to breed blind hatred. Tears of a nation cannot wash away the blood on the sand. 7 days a week, I'm praying God to succeed, 'cause it only takes one wave to die. I can't stand the way I look at you, while I'm afraid of unlike, 'cause for me nothing's new. Storms and fire all at our doorstep. One day could be us, we'll have to run away. 7 days a week, we shed it on our humanity. But remember, it only takes one wave to die. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, on est le jeudi 26 juin. On n'est pas encore à la fin de la semaine, mais on y arrive à la fin du mois de juin. Pour celles et ceux qui étaient alors dans le sud-ouest, il y a eu pas mal d'intempéries de bâtards. J'espère que vous allez bien, que ça vous est pas trop tombé dessus. Pour celles et ceux qui sont en région parisienne, notamment hier à Paname, waouh, avec Gaël, on y était et on a entendu le truc péter et tout, mais on n'a rien vu et on est rentré tranquillement et tout. Et ce matin, je me suis rendu compte qu'on était passé à côté d'un cataclysme. J'ai vu des images, j'étais choqué, vraiment. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? J'ai vu des ambiances de fin du monde, d'arbres qui tombent, etc. Je me suis dit, wesh, salut tout le monde. Salut Roronoa. À Bagnolet, juste un peu de pluie et des éclairs. Ah bah écoute, ça va parce que du centre de Paris, pas si loin, hein, collé à Bagnolet, c'était l'enfer. Ah bah tu vois, Pontoise Vénère. Salut Alexis, Andrea. Anticone, Georges Allen de Fennec, génial ce surnom, j'aime beaucoup. Trop content de vous voir. On va commencer tranquillement là, j'attendais que tout le monde s'installe. On va parler comme d'habitude, on va analyser un petit peu ce qui s'est déroulé dans l'actualité à travers les médias. Et là, il n'y a pas Gaëlle. Il n'y a pas Gaëlle, ce soir elle n'est pas là, donc autant vous dire que je vais pouvoir gueuler tranquille sans me soucier de quoi que ce soit. Je vais faire l'intro iconique. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est parti. Et je suis Kevin Razi et vous êtes sur CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés.
Toujours un plaisir de pouvoir papoter avec vous et revenir sur l'actualité à travers les médias, comment ça en parle, qu'est-ce qui a été mis en avant ou pas du tout. Toujours en chillance et avec des gros mots, ça c'est notre mantra, voilà. Je vais essayer de trouver des nouvelles insultes. Je me suis dit que ce serait top d'inventer des insultes, si vous en avez, des insultes donc pas vulgaires, mais qui sont sales, voilà. Comme quand je dis espèce de fromage de chibre, je trouve ça dégueulasse, mais fromage et chibre, bon moi, après, bon chibre un peu vulgaire quand même. On va essayer d'en trouver d'autres. Sinon des insultes comme à l'ancienne, hey, gros plein de soupe, des trucs comme ça, ouais non c'est pas... On va en trouver, on va en trouver. J'ai missionné ChatGPT pour imaginer des trucs. Il m'a fait des insultes nobles pour un duel verbal. Genre, si la débilité était un titre de noblesse, vous seriez duc de la crétinerie. Ouais, c'est pas ouf. On vous a confié un cerveau, vous en avez fait un pot de chambre. Ah, ça peut... Vous n'êtes pas né, vous avez fuité d'une erreur de casting céleste. Ouais, non, c'est un peu too much. Il y en a une que j'ai bien aimée, espèce de gant de toilette collectif. C'est pas mal ça. Espèce de gant de toilette collectif, c'est parce que c'est pas l'image, c'est dégueulasse. Donc ouais, non. On a des bons bails, on a des bons bails. Hop, je vais de ce pas commencer avec un petit peu là les préambules, comme dirait notre ami Mourad Guichard dans l'œil de Moumou. Putain, je suis allé les voir d'ailleurs, c'était trop cool. Un big up à Mourad Guichard. Allez voir l'œil de Moumou sur le média, c'est vraiment, vraiment top. J'ai appelé Paris 8 pour mon histoire de reprise d'études, à faire un master, tout ça. Vous vous rappelez, Infocom, analyse des discours politiques, tout ça. Et alors, trop drôle, j'appelle, on me dit, est-ce que vous pouvez rappeler dans 15 minutes? Je suis ok, d'accord, j'attends une vingtaine de minutes, 20-25, et quand je rappelle, je dis, oui, c'est moi que vous aviez eu, vous m'avez dit de rappeler dans 15 minutes, c'est bon, vous êtes dispo? Oui, oui, c'est bon. Alors, j'ai 37 ans et j'aimerais faire une reprise d'études, et donc j'aurais aimé savoir ce qui était possible de faire à distance, et là j'entends... Voilà. Mais vraiment, le truc le plus humiliant, c'est le fait d'avoir entendu le bruit du plastique du combiné, essayer de trouver la bonne encoche pour qu'au final, après, ça raccroche. Alors vraiment, là, j'ai vu qu'il y avait eu ce vent de panique de... Oh, il n'y a pas eu de genre, j'appuie sur le bouton pour accrocher, c'est fluide. Là, j'ai vraiment entendu le... Ah ouais, vraiment. Bah voilà, Paris 8, vous êtes passé peut-être à côté de celui qui aurait pu mettre... rajouter son nom au tableau d'honneur de votre fac. Le docteur en sémiotique. J'adore ce blaze. Tant pis, c'est pas grave. J'espère t'as rappelé. Non, non, j'ai même pas rappelé. Ça m'a vexé. Et après, je me suis dit, vas-y, j'ai regardé l'heure, j'avais des trucs à faire. Non, j'ai même pas rappelé, putain. C'est sûr qu'il s'est pas pris les droits dans la puce. Après, on m'a proposé une autre fac où il ferait pas ça et où on m'accueillerait correctement. La fac de Champs-sur-Marne, Gustave Eiffel. Et c'est des potes qui m'ont proposé ça hier. Et je vais les appeler. On verra bien. Mais alors, putain, j'avoue que... ah ouais, il m'a pas respecté. Nanterre, bah, il faut que je vois s'il y a le master que je veux faire. Mais ouais, grave. Je verrai. Et je vous tiendrai au courant. On va attaquer... Juste un petit truc, salut Nafta, sur l'humoriste Ragnar Le Breton. Tu sais, on en avait parlé un peu comme un flash info la dernière fois. Ragnar Le Breton, qui avait été condamné à 1 an de prison ferme pour violence après avoir tabassé un père de famille devant ses enfants. 40 jours d'ITT, c'était sur France Bleu. Bon. Ouais, Nafta, je disais que je voulais faire un master en infocom, discours et analyse des discours politiques dans les médias. Enfin bref. J'avais trouvé, je vais retrouver l'intitulé parce que là ça fait pas sérieux dit comme ça. Mais j'avais trouvé un master qui était pas trop mal à Paris 8 et qui correspondait un petit peu à ce que je voulais faire. Voilà, master en culture, ah oui, infocom, en culture et politique, mots, images et théorie. Ah, je crois que c'était ça. Je vais retrouver. Alors j'ai vu la vidéo d'excuses, voilà, de Ragnar Le Breton.
Et lui, il dit qu'alors déjà, il s'est pas présenté à son procès parce que il s'était trompé de date et il s'en excuse, etc. Et il explique que lui, il s'était posé sur une voiture au loin, les enfants savaient pas qu'il était encore là, etc. Et que en se posant sur la voiture, il a entendu quelqu'un grogner, il s'est approché, il a dit je suis désolé, machin, nan, nan, et que le mec se sera emporté, et qu'après son sang n'aurait fait qu'un tour, que le mec a voulu le taper, qu'il a tapé, machin. Je ne sais pas trop quoi. Et puis moi, je suis pas dans le people, hein, mais pourquoi je vous en parle, c'est parce que la dernière fois, je vous en ai parlé bêtement. J'ai vu le truc, on me l'a balancé sur le drive, j'ai fait OK, vas-y, OK, moi j'en parlais. Et en fait, ben non, non, je sais pas si c'est pas mon délire de communauté, surtout les collègues. Je m'en fous un peu en plus, tu vois. C'est des faits divers. Bon, bref. C'est pas trop des excuses, mais des tentatives de justification. Ouais, un petit peu. Les deux sont en tort. Je pense qu'il y en a un en plus, comme il s'entraîne en semi-pro ou pro pour du MMA, etc. Ça joue contre lui. Bref, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle chaîne Novo 19 qui cherchait des nouveaux incarnants. Et ils ont annoncé, et ça je voulais vous en parler, ils ont annoncé qu'ils allaient recruter autour de la table de leur nouveau talk show un certain Claude Askolovitch, qui est un chroniqueur journaliste assez connu dans le milieu des médias. Et en fait, quand j'ai vu qu'ils recrutaient Askolovitch, bon j'ai rien contre lui, mais juste, je me suis dit, putain, ça vaut le coup vraiment de faire des nouvelles chaînes de télé pour au final recruter tout le temps les mêmes têtes. Tout le temps les mêmes têtes. Et ça me fane en vrai. Ça me fane parce que ça me renvoie aussi au fait qu'à l'époque, avec Morad, hein, que vous connaissez, mon associé, quand on est sorti de notre émission de Canal Plus et tout, on a fait le tour des télés, tout ça. Et ça va très vite, hein, parce que comme chaque groupe a deux ou trois chaînes, tu fais très vite le tour le tour de table des chaînes qui peuvent potentiellement t'accueillir. Et puis bah, tu te dis, bah, tout le monde est là, c'est génial ce que tu fais, machin, là, on adore, machin et tout. Et en fait, tu dis, il y a cette espèce de plafond de verre. On n'a pas voulu jouer la carte du ouais, racisme, lui il est arabe, moi je suis noir, voilà, machin. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui retombent trop facilement sur leurs pattes dans le milieu de la télévision française, dans le paysage audiovisuel français. Et en fait, c'est même pas fait sciemment, tu vois. C'est un truc structurel. Je pense à Bertrand Chameroy, tu vois, qui faisait sa petite chronique sur Touche pas à mon poste, puis après qui a migré dans pas mal d'émissions, puis maintenant c'est à vous où il se révèle bien comme il faut. On lui a même confié des primes, etc. Ça a jamais vraiment trop marché quand il était en lead, comme sur W9 là, avec Ofni ou tout ça, machin. Mais à chaque fois on lui confie des trucs. Alors que nous les racisés, quand on fait de la télé, putain. Alors déjà quand ça marche, derrière on ne confiera pas forcément autre chose, mais si ça marche pas, c'est fini, quoi, tu vois. Il n'y a pas de comme Bertrand Chameroy, et encore une fois, moi je veux pas qu'on lui retire quoi que ce soit, mais j'aimerais juste qu'on puisse nous être traités comme Bertrand Chameroy et qu'on puisse nous donner d'autres opportunités. Bon, après, finalement, ben, il y a les médias. Il y a les médias alternatifs, il y a le digital. Aujourd'hui, on peut faire des émissions comme celle-ci. Euh, et donc, c'est cool. Mais les émissions que nous, on aimait faire, qu'on aimait produire, etc., elles nécessitent de l'oseille de ouf. Et ça, tu peux pas le faire avec une économie digitale. Enfin, on n'est pas tous en capacité de le faire, à part quelques créateurs de contenu qui surperforment et qui, du coup, ont suffisamment de moyens pour le faire. Et encore, il faut qu'il y ait des sponsors et il faut que ce soit dans une certaine économie. C'est pas si évident que ça. Et ben du coup c'est ouf quoi de te dire que tu fais une nouvelle chaîne. Et c'est marrant parce que moi pour vous dire toute la vérité, Novo c'est la nouvelle chaîne de Ouest France. Et j'ai un ancien associé, un pote qui avait proposé un dossier avec mon nom dedans pour justement le nouveau talk show à Access machin. Bon bah ça l'a pas fait, bon c'est pas grave. En vrai, moi je me dis, bon, c'est des choses qui arrivent dans ce milieu-là, on a l'habitude, mais si ça le fait pas pour moi, j'ose espérer que tu vas prendre quelqu'un qu'on n'a pas vu, quelqu'un d'un peu plus atypique, qui a un emploi. Quand je dis qu'il y a un emploi, c'est l'expression, c'est-à-dire qu'il y a une particularité.
tu te dis, nouvelle fréquence TNT, Novo 19, on va tenter de casser les codes, on va tenter de mettre en avant des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou alors des talents, hein, et je dis pas juste de mettre en avant des visages, mais des gens qui ont des compétences. C'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de montrer leurs compétences au grand public, tu vois, c'était l'occasion de faire des choses comme ça. Et puis au final, ils ont pris quelqu'un de chez beIN Sport qui s'appelle Claire Arnoux, si je dis pas de bêtises. Claire Arnoux, qui est journaliste sportive française, mais qui est une blonde, blanche, et encore une fois, on est dans le non-racisé, parce que, bah non, on va pas prendre de risques, quand même, etc. Et ça, on en revient à son talent. Et oui, on va pas prendre quelqu'un de Renoir ou de Rebeu ou autre, parce qu'il est Renoir, Rebeu ou autre, mais force est de constater qu'on recrée tout le temps, les mêmes schémas, même quand on a l'occasion de pouvoir casser le truc, parce que c'est nouveau. Parce que justement, tu as de nouveau, tu vois déjà, tu te dis, bah putain, c'est l'occasion de tenter des choses. Et c'est ça en fait qui est grisant, quoi. C'est que, bah tant pis, quoi. Voilà. Parenthèse fermée, petite news, hamdoulillah, la petite news HMD qui me fait plaisir, c'est Stéphane Guy. Ah, sûrement qu'ils ne connaissent pas, c'est pas grave, c'est un journaliste sportif qui était chez Canal+. Et en décembre 2020, ce commentateur de chez Canal+, il avait glissé un message de soutien en direct à son collègue Sébastien Toen, chroniqueur, j'allais dire humoriste, mais il n'a jamais vraiment fait de scène ou quoi que ce soit, mais chroniqueur plutôt rigolo, animateur, très très drôle. Il est aussi dans les grosses têtes, je crois, de Laurent Ruquier. Et il avait fait une parodie avec Julien Cazard, entre autres, où il parodiait l'heure des pros, mais version foot. Et cette parodie de l'heure des pros n'a pas plu, je pense, soit à Bolloré, soit... voilà. Et donc, Canal+ a décidé de le dégager. Super. Et après 5 ans, et finalement, bah, ça a craqué. Finalement, ça a craqué. Et ils ont perdu Canal+. Alors, ce qu'ils invoquaient, Canal, c'était assez dingue, hein. Ils disaient que pour quand même... Ah oui, pardon, je vous ai mal expliqué le truc. Donc, Sébastien Toen a été viré pour cette parodie. Et Stéphane Guy, comme il avait glissé un message de soutien à son collègue Sébastien Toen, il a été viré. C'est quand même dingue. Au motif, selon Maxime Saada, le patron de Canal+, que Stéphane Guy, il avait la tendance à croire que c'était son antenne et il ne peut pas dire ce qu'il veut. Mais voilà, la justice, elle a dit autre chose. Août 2022, les prud'hommes ont donné raison à Stéphane Guy, licenciement abusif. Et juin 2025, t'imagines, ça remonte à décembre 2020. Il a fallu 5 ans pour que la cour d'appel confirme et qu'elle aille plus loin. Annulation totale de son licenciement. Réintégration ordonnée. Alors ça, j'avoue que je serais pas super chaud parce que quand tu as une direction qui t'a dégagé, que derrière elle soit contrainte de te réintégrer, flemme un peu, tu vois. Tu sais que tu vas être placardisé, qu'on va te donner des vieux trucs à faire, enfin bref. Canal+ doit lui verser, et c'est là le HMD pour Stéphane Guy, 700 000 €, c'est les salaires plus les dommages et intérêts qu'ils auraient dû lui verser jusque-là. Et surtout, la Cour affirme que la liberté d'expression a été respectée et n'a pas été abusée. Et le tout et l'ironie du sort dans tout ça, c'est que lui, Stéphane Guy, en décembre 2001, quand il soutient son camarade de Canal+, qui se fait licencier, à son tour, il se fait suspendre puis licencier, puis au final, bon, il gagne. Mais la tristesse dans tout ça, c'est que Sébastien Toen, en 2023, eh ben, il était revenu finalement chez Canal+. Après avoir été licencié, il avait obtenu un bon petit chèque. Et puis finalement, je ne sais pas comment ont eu lieu les discussions, mais il est revenu chez Canal. Et t'imagines qu'il est revenu chez Canal avant que le gars qui l'a soutenu, Stéphane Guy, ne soit réintégré, que son procès ait enfin pu trouver une fin. Et là, moi, à la place de Stéphane Guy, je me serais dit, en voyant Sébastien Toen que j'ai soutenu et qui m'a fait perdre mon job, enfin, il m'a pas demandé de le soutenir, mais j'ai perdu mon job en le soutenant, le revoir chez Canal+, alors que toi, tu soutenais à fond, tu te dis, ah putain, l'enfoiré, quoi, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, quoi. Genre, je perds mon job pour te soutenir et toi, enfoiré, Ouais, bah écoute, après, tu vois, c'est ça. Le problème, c'est que quand tu arrives à un certain âge, etc.,
bah tu te dis, eh, vas-y, je mets ma fierté, mes valeurs de côté, j'ai besoin de manger, même si j'avais pris un petit chèque et tout. Et oui, effectivement, le bénévolat, des fois, ça paye pas. Il faut jamais prendre part à des guerres qui ne sont pas les vôtres, c'est ce que souvent Mourad m'a dit. Excusez-moi. Mourad m'a souvent dit ça, et c'est vrai que dans le milieu de la télé, ça ne portera jamais ses fruits. Mais là, c'était une guerre qui était au-delà d'un truc partisan, c'était vraiment la liberté d'expression, quoi. Tu peux pas virer quelqu'un parce que t'as pas aimé son sketch. Enfin bref, eux ils jouaient en fait sur le canal, ils jouaient sur le fait que le sketch était, enfin que dans le contrat de Sébastien Toen, il n'avait pas le droit de dégrader l'image de Canal+. Donc tu sais, ils sont allés chercher loin, mais en fait ce que Canal a fait, c'est scandaleux, c'est digne des dictatures que les journalistes adorent critiquer. Et là, j'ai trouvé qu'on n'avait pas été assez véhément avec Canal+, parce que c'était quand même scandaleux. Tu vires quelqu'un à cause d'un sketch, et ça, évidemment, c'est qu'un précédent. On en a eu plein après des cas comme ça. L'esprit Canal, il est au chiottes, hein, malheureusement, depuis longtemps. Mais c'est trop triste. C'est vraiment trop triste. C'est de voir que... Et puis que ça ne choque pas, qu'il n'y ait rien, en fait. Moi, je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas d'incidence à ça, en fait. C'est plus ça qui me sidère. Qu'il n'y ait pas eu de tollé. Que toute la presse, que tous les gens... Les représentants de la liberté d'expression en France, les responsables politiques, ne se soient pas tous dit non, là c'est trop. Bah non, on a laissé, on a continué. Et d'ailleurs, ce sera un peu le sujet principal, c'est de voir que quand nous on pense on en fait peut-être un peu trop, on est peut-être un peu trop les islamo-gauchistes qui s'indignent de tout, wokistes, machin, tous les trucs en iste et en isme. Semble-t-il que finalement, peut-être qu'en fait on n'a juste pas été dans le bon pays. Parce qu'en Belgique, ils l'ont compris, et ça, on va en parler juste après, parce que ça, c'est dingue. Dafta qui me dit, Mourad le prend bien que tu deviennes le Mourad Guichard de Twitch. Ah bah il est content. Et, et il est même très souvent dans le chat, hein, notre Mourad. Mais je ne pourrais pas vous dévoiler son nom. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, autre chose dans les HMD. La justice ordonne le retrait du drapeau israélien de la mairie de Nice. Le juge estime qu'il s'agit d'un soutien à l'État israélien et de l'expression d'une opinion politique, contraire au principe de neutralité du service public. Ah! Ah bah ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que mairie du 16e, il n'y a pas qu'un drapeau, hein. Il y a aussi tout un grand écriteau, machin, nanana. Le nombre de panneaux ah bah c'est simple, il y a un site internet, tu sais quoi, qui s'appelle collectif du 7 octobre, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, collectif du 7 octobre.org, et ils ont sur leur site internet un truc qui s'appelle les mairies qui nous ont soutenus, un truc comme ça, tu vois, et ils collectent, ils répertorient toutes les mairies qui s'engagent, voilà, les mairies qui s'engagent, et ils répertorient toutes les mairies qui ont mis les visages des otages, qui ont mis le drapeau israélien, etc. Donc évidemment beaucoup de mairies dans Paris, dans la région parisienne. Il y a la Cannes, il y a Charenton, Chantilly, Saint-Mandé, Vanves, Courbevoie, Metz, Perpignan, Toulouse, Deauville. Bref, il y en a quand même pas mal. Et si jamais ils veulent réitérer, hein, sachez que vous pouvez aussi le faire ici. Est-ce que je me suis bien rencardé sur cette vidéo? Est-ce que je l'ai bien prise ou pas? Je sais pas. Il y avait une vidéo que je voulais vous faire écouter pour après. Faites-moi y penser. Alors, avant de commencer les médias, je voulais vous remercier pour le soutien que vous me donnez. Le retour sur Twitch est vraiment ouf. On voit comment ça réagit, l'engagement monte, les stats aussi. Merci mille fois. Si vous avez des subs et vous allez-y, hein, subez. Si vous n'en avez pas, mais que vous avez un abonnement Prime, il y a un sub offert par abonnement Prime tous les mois. Donc si on peut être le vôtre, on est content. Et si vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer, mettez des étoiles, mettez le petit commentaire qui fait plaisir sur YouTube,
Là, je suis multiplateforme et surtout pour nous soutenir, allez-y hein, sur Tipeee. On a le lien dans le Linktree et dans les descriptions. Un petit geste qui peut nous permettre d'aller plus loin. Tout à l'heure, je vous disais, putain, on n'a pas les moyens de faire des émissions comme avant ou comme les gens qui sont dans les grands médias mainstream. Et ben, c'est l'occasion aussi de pouvoir faire enfin, parce que là, j'aimerais bien, une fois par mois, de pouvoir faire une émission en public. Pour ça, j'ai besoin d'un petit peu de fonds. Donc, si vous êtes chaud pour qu'on puisse se retrouver en vrai, évidemment en région parisienne, et puis après, on pourra se déplacer un peu partout en France avec toute l'équipe de CKR, et ben, on le fera avec grand plaisir. Mais pour ça, on a besoin de force. Donc, sur le Tipeee, si vous pouvez donner quelque chose, même 1 euro, c'est une dinguerie. Si vous êtes nombreux à le faire, au bout d'un moment, on sera imbattable là-dessus, implacable. On passe au métier, les petites news à picorer entre amis, tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez kiffé ma casquette, la Cuenta, parce que moi, j'en suis très fier. Je l'ai faite réellement pour vous. Alors, on va attaquer directos, Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a sorti la phrase de droit tardé, la phrase qu'on adore. S'il est élu président, Édouard Philippe fera en sorte que l'on travaille plus longtemps dans la semaine, dans l'année et dans la vie. En 3 mots, nique ta race. Voilà, si je puis me permettre. Espèce de fromage de chibre. Tu peux pas dire ça en fait. Voilà, je préfère te le dire. Tu ne peux pas dire ça. J'en parlais hier avec un pote qui est attaché parlementaire au Sénat. Et je lui disais, c'est marrant parce que moi, quand j'étais en Guyane avec Gaëlle, on a joué, enfin, Gaëlle n'a pas joué, mais elle m'a accompagné, j'ai joué mon spectacle sur Gaston Monerville. Et donc j'ai été invité en Guyane, notamment grâce au sénateur de Guyane, Georges Patient, que je remercie. Et il a 76 ans et je me disais, putain, il est bien. Il a de belles dents, il a l'air en forme, il a toute sa tête. Et tu te dis, bah, en fait, ouais. C'est sûr que quand j'ai appris derrière que ça voyage que en business, qu'il y a un médecin au Sénat, que les costumes sont sur mesure, le restaurant est incroyable, que tu es dans des conditions comme celle-ci, c'est normal que les mecs, ils se disent, mais nous, regardez, 76 ans, 77 ans même, je suis encore là. Regardez comme je suis vif. Donc, ça va. Pourquoi les gens veulent pas bosser? On dit 64 ans, on dirait c'est la mort. Eh ben oui, mais tu m'étonnes, chacal. Tu ne marches même pas, tu ne sais même pas ce que c'est que de faire plus de 10 pas. T'es toujours accompagné de gens qui portent tout pour toi. Il y a toujours une voiture qui t'attend au meilleur endroit pour pas que tu aies à trop marcher. Tu ne fais pas la queue. Tu rentres en business. Yamé, hop. Donc oui, bien sûr. 76, 77 ans même dans ces conditions-là. Mais quand t'as été comme ma daronne, gardienne d'immeuble, c'est pas possible, 64 piges. Ça n'a même pas été possible pour elle jusqu'à 40 et quelques. Elle s'est fait, comme je vous l'avais dit, rupture des ligaments croisés dans les escaliers. Elle s'est cassé la gueule, etc. Enfin, parce que c'était pénible et dangereux en plus de nettoyer ces putains d'escaliers. Là, des immeubles de 5-6 étages, on en avait 3, bah, c'est compliqué. Donc en fait, fermez-la avec vous. Il faut travailler plus, faut ci, faut ça. Quand tu sais que les sénateurs ont retoqué la loi Zuckman qui proposait simplement de mettre 2%. 2% d'imposition sur le patrimoine pour les ultra riches, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 100 millions, qui ont un patrimoine qui vaut plus de 100 millions d'euros. Et que ça a été retoqué, alors que ça aurait pu rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros, t'as envie de dire, bah allez vous faire foutre en fait. Pourquoi vous continuez à vouloir raboter vers le bas, alors que là-haut, putain, vous n'allez pas chercher l'oseille. En proportion, les ultra-riches, ils payent environ 25-26% d'impôts, contrairement aux autres classes, et notamment la classe moyenne, qui paye à peu près 51% d'impôts par rapport à ses revenus. Donc tu vois bien qu'il y a un déséquilibre. Tiens, cette taxe, ça va pouvoir permettre non seulement de pouvoir un peu rééquilibrer la balance, mais pas tant que ça, et en plus ne vous empêche même pas d'avoir une rentabilité, parce que je le rappelle, Gabriel Zuckman expliquait que la rentabilité de ces foyers ultra riches, elle est entre 3 et 5% par an, et que là on parle de 2%, donc même avec ces 2%, vous restez quand même en renta. Et malgré tout, ces droits tardés osent faire des discours et dire il va falloir travailler plus longtemps, plus machin. Allez vous faire foutre. Mais vraiment, allez vous faire putain de foutre.
C'est n'importe quoi. Andrea a dit 2 ans en tant qu'auxiliaire de vie, j'ai fait une double fracture de contrainte lombaire et neuropathie définitive sur le nerf sciatique. Et j'ai pas encore 39 ans, putain, c'est dingue. C'est dingue. C'est aussi une take méga validiste. De quoi de demander à travailler plus longtemps. Ouais, c'est vrai ça en plus. C'est vrai. Mais bon, j'imagine qu'après, si tu lui dis ça, il va te dire non, mais évidemment, il y aura des exceptions et tout. Sachant que Soshaga nous dit ces ultra riches patrons de grosses boîtes ont bénéficié de putains de cadeaux fiscaux sans contrepartie. Bah oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, en fait. Il y a eu des cadeaux fiscaux à n'en plus finir qui se sont accentués sous l'ère Macron. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, bah ça va les gars, en fait, vous voulez quoi? Vous nous avez cassé les burnes avec votre histoire de ruissellement, ça ne marche pas. C'est une chimère, c'est l'arlésienne, c'est faux. C'est faux, ça a été montré à moult reprises, il n'y a pas de ruissellement. Donc maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait pas de ruissellement, Chacal part de l'autre côté, quoi. Je sais pas. C'est un truc de ouf quand même. Un boulot comme Oudéa Castéra, moi je prends et j'accepte de faire des heures sup. Bah, quel boulot du coup? Non, mais oui, non, mais Oudéa Castéra, d'ailleurs, qui demande 9000 euros. Bah, apparemment, c'est le salaire que t'as pour faire partie de. Pour présider je ne sais plus quelle commission sportive là. Non, mais putain, chambez leur vie. Hein. Chambez leur vie. Vraiment. On oublie que le capitalisme est ultra validiste en fait. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai que le capitalisme est ultra validiste. Ils sont persuadés que on est tous aptes à pouvoir faire tout un tas de taf, peu importe la condition et tout. Je suis totalement d'accord. Alors, s'ils ont des emplois fictifs à proposer, bah oui. Nous on est chaud hein. Si c'est pour faire le même taf que Péléna Fillon et tout ça, nous on le fait, il n'y a pas de souci. Il y a eu pas mal de réactions évidemment sur Twitter. Neil qui dit super nouvelle, enfin quelqu'un qui comprend que mon rêve c'est d'être derrière mon PC au 37e étage de ma tour à la Défense, 50 heures semaine jusqu'à mes 70 ans. Le ruissellement c'est quand il nous pisse dessus sans prendre la peine de nous faire croire qu'il pleut. C'est Lino qui dit ça. Ah, c'est beau ça. Lino de Arsenic ou Dylan qui dit et la gauche votera pour en mai 2027 pour ensuite aller chialer dans les rues. Romain qui dit pour payer les retraites dorées des boomers partis à 55 ans, elle va nous sucer le sang jusqu'à la dernière goutte, cette génération de vampires. Totalement. Et c'est tout. D'ailleurs, je crois qu'il y avait d'autres messages. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, ça me sidère. Et pour continuer dans... Alors là, c'est un level évidemment bien au-dessus. Je ne compare même pas. Mais pour continuer dans les dingueries, j'ai vu qu'il y avait un rapport de Harvard. J'ai essayé de le trouver, ce rapport. Je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que je devrais mettre quand même des guillemets ou prendre des pincettes? Je vous propose de le faire quand même. Pour être vraiment... le plus responsable et le plus mesuré, mais un rapport d'Harvard, du moins de chercheurs d'Harvard, révèle que 377 000 Palestiniens sont portés disparus à Gaza, selon des données militaires israéliennes. 377 000 Palestiniens. Et là, vous avez vu, ils ont mis à jour le chiffre. Pendant longtemps, on était bloqué à 30 000. Là, depuis peu, ils se sont dit, allez, on va, dans les médias français, je parle, on va faire une mise à jour, on va dire, allez, 50 000. Ils sont restés à 50 000. Ce ne sont plus les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Ah non, ça y est, maintenant c'est devenu les chiffres. Parce que avant, quand les chiffres étaient trop, on les discréditait en disant que c'était le Hamas. Maintenant que les chiffres sont plus bas que les estimations occidentales, là, ça devient juste les chiffres. Non, authentifié par l'ONU, chiffre. Non, c'est des chiffres. Des chiffrounets, quoi, on aime bien. Mais là, 377 000 Palestiniens portés disparus à Gaza. Bah ouais, mais en fait, quand tu vois les images de cet urbicide, comme on dit, bah en fait, oui. Tu comprends que c'est pas possible que tu puisses avoir que 50 000 morts
Et évidemment que, comme on l'avait déjà expliqué, 50 000 morts, c'était 50 000 morts authentifiés par le ministère de la Santé du Hamas. Mais l'urbicide, donc le meurtre d'une ville, c'est la destruction totale et délibérée en fait hein, d'une ville, voilà, d'une ville, de toute sa mémoire, de sa culture. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit à Gaza. Ça va mettre des années avant qu'on puisse dégager ces débris, je ne sais où, et qu'on va découvrir à chaque pierre soulevée le cadavre de quelqu'un, et ça fend le cœur, c'est horrible. Ça fait de la peine, ouais. Georges qui nous demande, est-ce qu'on aura des chiffres concrets un jour, qu'on mette bien les gens en face de cette horreur? Oui, j'espère. J'espère que la vérité éclatera enfin au grand jour et qu'on aura l'occasion de pouvoir faire, et c'est pour ça qu'on a la Cuenta, le fameux tribunal de Gaza. Le fameux tribunal de Gaza qui permettra de mettre non pas que les gens qui ont participé activement au génocide, mais aussi toutes les personnes qui ont légitimé le génocide. J'en parle tout le temps et je n'arrêterai jamais d'en parler. Je m'occuperai du volet médiatique, des personnalités publiques françaises et des médias français. C'est pour ça qu'il y a le Telegram. Et allez tout de suite follow le Telegram CKR News qui réunit cette boîte de Pandore de toutes les faillites médiatiques, de gens qui légitiment, qui sont de mauvaise foi, qui mentent pour couvrir l'action du gouvernement israélien. Franchement, j'ose espérer qu'un jour il y aura ce tribunal-là et je peux te dire que on va, on va aller les chercher, hein. Tous et toutes, on va aller les chercher là. Toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin, là, les Barbara Lefebvre, etc. On va aller les chercher et on parlera d'ailleurs, ce sera notre sujet un peu central, du scan de Razi juste après. Il y a des réactions par rapport à ce bilan potentiel. Antoine sur Twitter qui dit génocide, il n'y a pas d'autre terme. Le solitaire qui dit 377 000. Et dans les médias, on parle de 54 000, une honte. Évidemment, dans les médias, comme j'ai expliqué juste avant, on parle des chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Naël qui dit cela s'appelle un crime de guerre. Bah, ça, il n'y a pas de doute, hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Premier ministre israélien est poursuivi, hein, Netanyahou, par la CPI pour crime de guerre et crime contre l'humanité. 377 000, nous dit Erwan Davou sur Twitter, sur un peu plus de 2 millions. Il y a les morts, les disparus, ceux que l'on a fait disparaître dans les charniers après les avoir arrosés d'un dissolvant extrêmement puissant. Je connaissais pas, c'est quoi ça? Une dinguerie. Les criminels de guerre ont exterminé entre 15 et 20% de la population. Ce ratio est rarement atteint, même dans le cadre d'un génocide. T'imagines? Une dinguerie, hein. Une dinguerie. Si on arrive à entre 15 et 20% de la population, c'est une dinguerie, vraiment, une dinguerie. Et justement, en parlant de l'action israélienne et de ces médias qui ont l'habitude d'aller dans le sens hein, du narratif israélien. On a évidemment un philosophe milliardaire qui est invité régulièrement dans les médias français en vertu on sait pas, de ses chemises, a priori. Bernard-Henri Lévy, BHL, qui est pas content que Trump ait critiqué Israël et demandé le cessez-le-feu et critiqué Israël qui ne l'a pas respecté. Alors qu'avant, il était juste content que les États-Unis aient enfin participé à la guerre contre l'Iran. Ouh, on va voir. Ah, on voit pas le chat derrière moi. Non, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Hop, et voilà le chat. Kevin dit bonjour à ma fille Naël. Elle me croit pas que je suis dans le chat. Bah, et Naël, c'est pas un truc de fou, tu sais, mais oui, mon amen est dans le chat. Et alors, on va regarder de suite, de ce pas, quelle est cette vidéo. Je crois savoir ce que c'est, parce que ça, c'est une vidéo qu'on m'a rajoutée là, et c'est pas pour me déplaire. Alors, c'est parti, je vais checker ça, hop. Il dit entre Israël et l'Iran, nous le verrons dans les faits. Le président américain qui précise que la guerre aura duré 12 jours. Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin,
Vous le remerciez également pour le cessez-le-feu. Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Franchement, qui est-il pour ordonner à Israël Mais toi qui t'es... et à l'Iran, à Israël, à cesser le feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Franchement, il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort Elle a l'air bien, la d'Israël chemise. pour frapper des... Elle a l'air bien, la chemise. Voilà, je voulais juste faire un compliment. Elle a l'air pas mal du tout, la qualité de sa chemise. Faudrait qu'on me retrouve la marque. Parce que moi, mes chemises, elles restent pas comme ça. Voilà, vraiment, la chemise, ça, elle est top. Mais tout le reste, par contre, on peut le tège. des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. Donald Trump Non mais alors attendez, vous vous rendez compte, il dit il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. Par contre, il a le droit de frapper l'Iran avec Israël sans avoir l'accord de l'ONU, sans respecter le droit international. Donc en fait, il a inventé des notions de droit tout seul. Il a décidé de dire qu'on a le droit de ne pas avoir le droit de respecter le droit international quand il s'agit d'aller dans le sens d'Israël. C'est comme dingue, hein. Mais derrière, quand tu demandes le cessez-le-feu, mais de quoi je me mêle? Non mais là, je sors de mes gonds. J'ai enlevé 2 boutons là. Autant vous dire que à 2 doigts de me foutre à poil. Non mais vraiment, je crois. Oui, non, sa chemise vaut un rein. Mais non mais, vous vous rendez compte un petit peu de ce BHL? Vous vous rendez compte qu'on le laisse parler sans lui opposer de confrontation légitime, sans lui opposer d'arguments factuels, genre en gros, tu sais, j'aimerais trop qu'un jour Sonia Mabrouk, là devant, elle se dise attendez, excusez-moi, monsieur Bernard-Henri Lévy, mais pourquoi on vous invite déjà en fait? Parce que vous écrivez des livres claqués, mais je veux dire, c'est quoi votre. Pourquoi vous êtes aux affaires, vous avez déjà eu un mandat, vous faites de la diplomatie, oui, vous êtes allé dans tous les pays, ok, parce que vous êtes pété de thunes, mais pourquoi sinon votre parole aurait un poids? Parce que vous avez les moyens de partir. Non, non, excusez-moi, non. Je viens de réaliser que vous étiez une grosse raclure de fromage de chèvre. Et il faut donc que vous quittiez le plateau, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien ce que vous dites et ça ne sert à rien ce que vous faites. D'accord? Merci, c'est par là. Merci. Non, vraiment, il n'y a pas d'autre chose, hein. Il n'y a plus de droit international, il n'existe que pour les non-occidentaux. Et d'ailleurs, il y a une réflexion par rapport à ça de quelqu'un que j'apprécie énormément qui s'appelle Bélir Nabli. Et Bélir Nabli, il a dit quelque chose, mais qui était tellement... alors, il est très smart, hein, mais là, il a dit un truc qui était un take très peu utilisé. Je l'ai vu, c'était quand? C'était mardi. Il était avec Thierry Coville. Et en fait, il était avec Thierry Coville et ils ont abordé le sujet du colonialisme. Et j'ai trop aimé en fait un moment un argumentaire de Bélir Nabli qui disait au final le truc le plus choquant ici c'est qu'on ne respecte pas le droit international, qu'il n'a plus aucune valeur dès lors qu'il doit s'appliquer à des pays occidentaux. Et ça nous rappelle en fait, il a fait un parallèle avec le colonialisme, je ne vais pas pouvoir bien vous le raconter, mais par contre je peux vous le montrer. Parce que vraiment, ça vaut le coup d'être entendu, c'était assez impressionnant. Alors c'est les fameux chrétiens d'Orient. Hein, les chrétiens d'Orient sont des figures de proue du discours de la droite et de l'extrême droite, comme des individus à protéger contre les ennemis musulmans dominants au Moyen-Orient. Mais ces chrétiens d'Orient, lorsqu'ils se font massacrer par des bombes israéliennes, n'ont plus aucun soutien pour montrer le caractère factice de ce type de discours. Là, effectivement, en fait, c'est pas qu'on est pris au piège, parce que le stratagème médiatique est tellement grossier qu'il est simple, qu'il est facile de s'en départir. D'un côté, bien sûr que le régime iranien
mon point de vue, est détestable et indéfendable. Il a beau être plus complexe que que la manière dont on le présente, parce que c'est une théocratie, mais il y a une part de démocratie, puisque le président est quand même élu. Mais il n'empêche, ça reste une dictature. Et il n'y a pas de liberté d'expression, comme on peut l'entendre. Et la perspective d'une alternance politique grâce à un système démocratique n'est pas concevable. Bref, c'est une dictature et on ne peut qu'espérer pour les Iraniens la chute d'un tel régime. Mais ce n'est pas à nous de faire chuter un tel régime non plus. D'abord, formellement et au nom des principes qui structurent l'ordre international, l'ingérence est interdite. L'ingérence dans les affaires intérieures, c'est-à-dire le fait de s'immiscer dans les affaires intérieures, pas seulement par des discours, mais par la force. Hein. Et les exemples passés d'ingérence ont appris que ça pouvait mener à des catastrophes encore plus grandes, pour ne pas citer le cas de Muammar Kadhafi, notamment en Libye. Oui, tu as ces exemples contemporains, mais on oublie aussi que l'ingérence, c'est aussi la colonisation. Voilà, là, il va commencer à dire les termes. Et ce lien entre la colonisation et aujourd'hui la façon dont sont gérées les affaires internationales et comment le droit international ne s'applique pas aux Occidentaux, etc., et ben, le parallèle et le lien, au final, est plutôt ouf. Écoutez. Et la colonisation, comme diraient certains, certains pensent qu'elle avait des bienfaits. Donc, l'ingérence n'est pas encore perçue comme quelque chose de mauvaise en soi. C'est ça qu'on n'arrive pas à intégrer pour des gens comme nous, je dirais. L'ingérence est peut-être perçue par un certain nombre d'acteurs comme légitime. C'est ancré dans le logiciel d'un Donald Trump, par exemple, qui n'a pas posé la question du droit international, de l'ONU dans sa phrase. Mais Trump n'est vraiment pas le pire dans la matière, puisque lui, il est plutôt isolationniste. Non, c'est plutôt les néoconservateurs, version américaine, et qui, d'une certaine manière aussi, s'inscrivent dans une tradition qu'on connaît en France. La République coloniale était animée par cette idée de supériorité de la civilisation française, un discours qui a pu justifier, justement, l'ingérence dans les affaires intérieures de sociétés étrangères, voire d'États qui existaient et qu'on a fait tomber pour s'y substituer et imposer un ordre alternatif, un ordre colonial, mais parce qu'on avait l'impression d'être supérieur. Et c'est ça, en fait. C'est pas un tabou, mais c'est en fait l'élément qu'il faut garder à l'esprit aussi. C'est pas naturellement le seul élément, mais pour lire à la fois la séquence médiatique, politique, diplomatique, c'est qu'il reste en 2025, du côté occidental, cette conviction d'être supérieur, d'être mu par des valeurs supérieures, au nom desquelles on doit mettre notre puissance supérieure sur le plan technologique et militaire, y compris pour réaliser en vérité des objectifs qui relèvent de la satisfaction d'intérêts stratégiques, voire, j'allais dire, presque personnels dans le cas de Netanyahou. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est le non-dit, tu vois, dans le... Ah mais c'est intéressant de ouf, hein. Franchement, ce qu'il vient de dire là, ça, j'ai rien d'autre à ajouter. De toute façon, c'est son take et j'y souscris. J'y souscris de ouf parce que vraiment, ouais, c'est limpide. Et c'est très peu, voire je ne l'ai pas du tout entendu d'ailleurs, dans les médias français, alors que, ouais, c'est quand même assez ouf. C'est quand même assez ouf quand il pense. Bah oui. L'ingérence des pays occidentaux dans tous les pays du Sud, etc., colonisés, en fait, c'est de l'ingérence. D'estimer que nos normes, nos valeurs sont supérieures à celles d'un autre pays. Moi, j'ai des gens qui me disent des dingueries sur Snapchat. Pas beaucoup. The Kevin Razi, THE Kevin Razi sur Snapchat. Parce que je papote pas mal et j'essaie de répondre aux messages et franchement vous êtes super intéressant sur Snapchat. Il y a quelqu'un qui m'a dit quand je parlais justement de la façon dont de pourquoi on analysait comment l'Iran et Israël et la narration autour est retranscrite dans les médias. On parlait de ça et puis il y a quelqu'un qui me dit bah vas-y toi si tu préfères si pour toi, parce que j'expliquais voilà, le narratif, c'était toute une story time sur le narratif,
qu'on nous donne parce qu'on est dans un pays occidental et qu'avant ça marchait et que maintenant ça marche moins bien parce que avant, ben, nous, les histoires, elles commençaient là où on décidait de nous les raconter. CF, 11 septembre 2001. Et donc on se dit juste, bah, il y a des méchants sauvages qui attaquent des gentils occidentaux. Et on se rend compte que ben, 24 ans après, on peut plus nous faire cette même narration. Et c'est ça qui rend ouf d'ailleurs les sionistes. Parce qu'ils n'arrivent plus à créer cette empathie. Parce que ben, pour nous, on sait que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. C'est ça que j'expliquais. Et que donc, du coup, on sait qu'il n'y a plus du tout ce truc de il y a le camp du bien et le camp du mal. Aujourd'hui, tout s'est mélangé. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu te rends compte qu'il y a très peu de camps du bien et qu'au final, en tant qu'humain, tu veux juste pas voir des civils massacrés. Voilà. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que le mec m'a dit, à cause de ce discours que j'ai eu sur le fait que les narratifs, on les mangeait plus comme avant, parce qu'on a accès à Internet, parce qu'on a accès du coup à des chercheurs, des historiens ou des gens qui habitent dans les pays concernés, qui filment ce qui se passe et tout, et ben on peut plus manger des narratifs de tout a commencé le 7 octobre. Avant le 7 octobre, c'était la paix, Dixit Arthur, merci pour ta story de ouf. Et donc, un gars m'a dit, ah ouais, donc toi, t'es contre les valeurs. Il m'a dit quoi? Il m'a dit donc, ah oui, toi, les valeurs occidentales, t'aimes pas, tu préfères les mariages forcés à 9 ans en Iran? Et je lui ai dit, mais Chacal, qui a dit que déjà les États-Unis et Israël, ils étaient partis bombarder l'Iran parce qu'ils soutenaient pas le fait qu'il y ait des mariages forcés à 9 ans? Déjà, qui a dit quoi déjà? Eux, ils en s'en battent les couilles. On le sait depuis toujours. C'est pas ça qui va faire bouger un État, d'accord, hein? C'est qu'une question de richesse, de pouvoir. Ils s'en foutent des valeurs. Et surtout, pourquoi tu me ramènes ça sur la table, en fait? Tu sais, j'ai pas compris comment tu peux mettre ça sur la table en te disant que ça allait être super intéressant, super intelligent de contrebalancer avec cet argument-là. Bah non, en fait, c'est pété. Là, on n'est pas en train de te dire ça. C'est pas une question de valeur. C'est quand même dingue, quand même, comme les gens sont matrixés. Là, on n'est pas dans un combat de valeur contre valeur, là. Et, et, et ils essayent de nous faire croire ça dans certains, dans les médias, hein, que l'intervention d'Israël, c'est pour la liberté de tous, machin, quand t'entends Tapiro, là, laisse tomber. Non, c'est une dinguerie. Le mec, il te dit, ouais, vraiment, il se dit, ouais, on combat pour vous, quoi, on vous rend service. Mais Chacal, arrête un peu, tu crois qu'on est dupe? Tu crois qu'on n'a pas de connaissances? Tu crois qu'on connaît pas de chercheurs? Qu'on n'a pas accès à de la culture? Mais ferme-la, en fait. Ferme-la. Whataboutism. Surtout qu'il faut arrêter de nous prendre pour des débiles juste en comparant Gaza et Israël en termes de puissance avant le génocide. Bah oui. Alors encore une fois, Jacques Esbag, qui nous dit chez Quotidien que Ukraine, Israël, c'est pareil que Gaza, qu'avec Gaza, que le Hamas et la Russie, c'est des petites puissances qui essaient de combattre des grosses puissances qui tentent de les écraser. T'as envie de dire, bah, Chacal, là, tu t'es trompé. Donc, on va continuer sur BHL. BHL, d'ailleurs, il y a eu des réactions, je ne vous ai pas lu. Hein. Marc-Olivier Owen qui dit à ce niveau-là, c'est psychiatrique son problème, évidemment. Carbens 34000 qui dit le visage du diable. Bader in Paris qui dit périmé ce mec. Ouais, périmé, mais toujours là. Hein. Il a toujours, il est toujours de bon goût, il est toujours frais pour être invité dans les médias et ça nous fait plaisir. Alors. On va enchaîner maintenant avec. Alors ce truc, il est lunaire. Ce truc, vraiment, il est lunaire. C'est Caisse de Grève qui a partagé un tweet. Franchement, je vais vous mettre le tweet. En gros, il y a le CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je crois, si je dis pas de la merde, qui a tweeté parce que sur la mairie de Lyon, il y avait, je vais vous le montrer là sur l'écran, un truc
un panneau sur la mairie de Lyon avec écrit « Cessez le feu immédiat à Gaza, libération des otages, respect du droit international, reconnaissance de l'État de Palestine. » D'accord? Voilà. 4 phrases, limpides. Cessez le feu immédiat à Gaza, je répète, libération des otages, respect du droit international, reconnaissance de l'État de Palestine. Et le CRIF a partagé ça en tweet en disant « Le CRIF Ara dénonce un mot d'ordre partisan affiché sur la façade de l'hôtel de ville de Lyon en violation flagrante de la neutralité du service public. » Là, tu as envie de lui dire « Chacal, tu as un collectif 7 octobre, il a répertorié toutes les mairies qui sont en violation de la neutralité du service public et ça t'a pas dérangé parce que justement, c'était des panneaux qui allaient dans le sens des otages uniquement israéliens et du gouvernement israélien. Donc merci Chacal, renseigne-toi un peu mieux, mais il le sait très bien. Hein. Et enfin, il met « Ce bâtiment incarne la République, pas une cause. Nous exigeons le retrait immédiat. » Nous exigeons le retrait immédiat. Nous exigeons. T'es qui, toi? T'es qui? Nous exigeons. Nous exigeons, le CRIF qui dit nous exigeons le retrait immédiat. Et Caisse de Grève, big up à son travail, qui met non mais vous vous rendez compte, cessez le feu, respect du droit international, Palestine. Non mais c'est inadmissible, mais oui, mais c'est ridicule. Il y a quoi de scandaleux sur les phrases que tu as vues? Il n'y a pas écrit nique les sionistes ou je sais pas quoi, vraiment, genre il n'y a rien. Qu'est-ce qui fait, Chacal, que tu sois au bout de ta life? Non mais sérieux quoi. Non mais sans déconner, enfin, vraiment, c'est... Et de toute façon, nous exigeons en plus cette façon de demander des choses là. Ça me fait penser à une vidéo d'ailleurs. Ça me fait penser à une vidéo de notre ami fan de liqueur, Elisabeth Lévy, qui nous parle du dîner du CRIF. Et tiens, vous allez me dire si ça, c'est pas de l'entrisme. On regarde tout de suite la vidéo. Elle date, hein, mais il y en a peut-être qui la connaissent pas. Donc, ils sont sur le plateau de France Info à l'époque. Et ça, c'est une vidéo qui est un peu off, tu vois. Et voici ce que Elisabeth Lévy, qui, là, en plus, a une bouteille d'eau à côté de sa main. Donc, tu vois. Et elle dit ça. Eh ben, pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a le droit à une question. Non, mais est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens étaient vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer Elisabeth, vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire... Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a de vu faire. engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce qu'a dit, vous savez ce qu'a dit dans une parole célèbre un Premier ministre. Hein. Lui, c'est lui, moi, c'est Oh, ce bruit de téléphone là, à l'ancienne, itinéris. moi. Hein. Bon. Oui. Kuckerman, c'est Kuckerman, et Prasquier, c'est Prasquier. C'est Prasquier. Ce qui veut pas dire que j'ai pas la plus grande amitié pour Roger Kuckerman. Mais bon, j'ai travaillé avec lui, donc je suis pas... Changement de style ou d'orientation? Comment? Changement de style ou d'orientation? Oh, ça sera à vous de voir. Bon, bah, en tout cas, on va pas mettre la suite parce que c'est chiant, mais tu vois, il a pas trop démenti. Il a donc vraiment, t'as un dîner donc confessionnel, j'ai envie de te dire, parce que c'est porté par une association, un conseil religieux, confessionnel, qui a la chance de pouvoir avoir des têtes, hein, des ministres chaque année lors de son dîner annuel. Et en plus de ça, ça se prend des coups de pression, quoi. Je suis désolé, mais là, si c'est pas de l'entrisme, vous imaginez ça? Déjà, j'allais dire, vous imaginez ça chez les musulmans, mais ça n'arrive pas parce que déjà, à part peut-être des gars de LFI, personne n'irait dîner. Là, dans les politiques actuelles, en tout cas, c'est pas le délire. En tout cas, c'est un truc de fou. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Alors, on continue avec... Même si un ministre va casser le jeûne du Ramadan dans une mosquée, ça va crier. Mais oui, même c'est scandaleux. Hein, bref. Il y a eu pas mal de commentaires, hein, sous le truc de la phrase du CRIF.
Il y a Schnash Kruk sur Twitter qui dit le CRIF ne veut pas la libération des otages. Les otages, ça les embête. Ils préfèrent que les derniers otages meurent. 3 retrouvés hier. Comme ça, ils gardent leur excuse bidon de bombarder. Alors ça, je ne sais pas si c'est l'excuse du CRIF. En tout cas, oui, c'est con parce que si tu demandes de retirer le panneau, il y avait écrit la libération des otages dessus. Donc tu demandes aussi à ne pas soutenir cette cause-là. Pourtant, c'est censé être la seule. Et comme le disent Tapiro et tous les propagandistes sionistes, ils te disent tous, non mais demain, il n'y a plus d'otages. Demain, ils rendent les otages. Ça s'arrête. Hein. Ça s'arrête. Hein. Ça me rend ouf aussi. Alors qu'on a des articles dans le Washington Post, dans la presse israélienne, où les gars te disent ouvertement, comme Schmotrich, là, je sais pas c'est quoi son vieux nom de raclure de chibre, là. Non, mais de toute façon, on doit finir le boulot à Gaza. Tant qu'on n'aura pas tout rasé à Gaza, tant qu'on n'aura pas détruit totalement le Hamas, tant qu'on n'aura pas fait en sorte que ça devienne une zone clean pour refaire site. En fait, ils ont tous annoncé. Mais apparemment, les politiques israéliens ne sont pas écoutés par les Français pro-israéliens, tu sais. On dirait que les Français pro-israéliens, ils écoutent moins que nous, les médias israéliens. C'est quand même dingue, hein. Moins que nous, la presse internationale, moins que nous. Eux, ils ont eu WhatsApp, apparemment. C'est que sur WhatsApp qu'ils apprennent des trucs, des arguments qui sont tous les mêmes. Et apparemment, donc, tous les pro-israéliens, qui souvent en plus, je trouve que ça manque de fond, il n'y a pas assez de faits, etc. Ils te sortent, demain, on rend les otages, il n'y a plus de guerre à Gaza. Alors que les politiques israéliens te disent le contraire. Et c'est répertorié, c'est authentifié, parce qu'ils le disent eux-mêmes. Et non. Non, bah prouve-le-moi et tout. Bah oui, bah va sur Washington Post, tu tapes Smotrich. Va. En fait, le truc, ce qui est chiant, c'est que ils disent de la merde. Toi, tu dis quelque chose pour rectifier. Et comme on le disait, la loi Bernardelli, là, c'est ça, Bernardelli, le truc que je vous avais montré la dernière fois, à temps égal, ce sera toujours celui qui dit de la merde qui gagnera, parce que comme on a le même temps, si on a le même temps de parole, ça met quelques secondes pour dire une connerie, mais ça met bien plus longtemps pour pouvoir démentir la connerie. Mais c'est dingue, hein, c'est Bandolini, merci beaucoup, la loi Bandolini. Non, t'es sûr c'était Bandolini? Attends, la loi Bandolini. Brandolini, pardon, Brandolini. Voilà, c'est ça. C'est Brandolini, voilà, merci beaucoup les cracks, vous êtes au top. À vous tous, vous avez presque l'équivalent du cerveau de Dr H, hein, si ce n'est plus, attention, donc vous êtes au top. Et d'ailleurs, en parlant d'éléments de langage, ils ressortent tout le temps la même chose, etc. On a un nouveau délire avec Franck Tapiro. Franck Tapiro qui brille par sa médiocrité, hein, mais qui est invité partout et c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, bon, apparemment. Et en fait, lui, il croit qu'il date ça, vraiment. Dans sa tête, il croit qu'il est incroyable, qu'il a du bagou, que voilà. Il est très très drôle. Et alors attendez, bah, je vais vous faire écouter là sa nouvelle punchline. Non mais vraiment, il croit qu'il date ça, il est ridicule, vous allez voir. Une grosse merde. Allez, c'est parti. On écoute tout de suite. Là, Franck Tapiro, persuadé de tout défoncer dans le game. Feu, c'est un cessez-le-feu. Ça va s'apparenter à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu là-bas, c'est un cessez-le-feu. Non, il n'y a pas de génocide à Gaza. Il suffirait de libérer les otages pour que tout s'arrête. Le cessez-le-feu est un cessez-le-feu. Vous avez entendu ce truc là, cette espèce de slam sous une instru revisitée de Gangsta Paradise là. Je crois qu'on va se le regarder en entier juste pour le kiff. Ça, je vais le mettre dans le miel. Ça, je vais le faire dans le miel à la fin là. Parce qu'avec son cessez-le-feu là. Un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Oh là 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 là, il est cringe as fuck. Il est cringe as fuck. Vraie raclure. Non mais il est trop du mais il est tout fier, tu sais. Tu sens qu'en vrai, au fond de lui, il est là genre yes, je l'ai placé. Frère, ça fait 6 fois, tu nous choques même plus quoi. C'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. C'est pas mal. Hein, c'est sorti comme ça. C'est joli. Raclure de chibre.
De fromage de chèvre, pardon. Un brainstorming pour le cessez-le-feu. Oh non, ChatGPT. À tous les coups, il a challengé ChatGPT. Et vu comme c'est pété. Voilà. Hop. Je vais ensuite. Je vais vous préparer comme la vidéo. Comment je pourrais la retrouver? Mais si je l'avais sur mon Telegram. Attends. Je crois que je l'avais. Je vais essayer de vous la garder pour après. Alors, attends. Attends, je l'ai pas. Attends, merde, le slam. Le slam cringe là. Si vous me le trouvez celui-là, ce slam cringe, on se le fait en miel. Il était tellement nul à chier. Mais vraiment. Attends. Slam Franck Tapiro. Je vais vous le trouver parce que le tapir là. Oh là là, c'était vraiment dégueulasse. Il avait fait ça dans sa. Tu sais, ils avaient fait leur réçoit là. Non, mais en plus, c'était trop drôle parce qu'il a dit j'aimerais vous dire quelque chose, mais j'aimerais vous le dire avec le. Mais d'une certaine façon, je sais plus. Il avait lancé le truc comme ça, mais c'était nul. Oh là là. Qu'est-ce que c'était clacos. Oh là là, je vais vous le trouver. Attends. Franck Tapiro. Rap nul. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Non, je l'ai pas. J'arrive pas à le trouver. J'arrive pas à trouver ce truc cringe là. Peut-être bref de presse là, bref de comptoir. Peut-être que eux ils l'ont. Bref de je sais pas quoi. Mais ouais, non, je l'ai pas. Putain, je suis dégoûté. Je voulais l'avoir pour le miel. Je vais voir. Je vais voir entre-temps si j'arrive à vous la débloquer. Parce que vraiment ça, mais c'était claqué au sous-sol. Mais comme jamais de chez jamais de sa mère, là, jamais. Ah mais si! Ah si, je l'ai! Ah si, je l'ai! Oh, purée de pommes de terre! Oh, 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 oh! Oh là 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 là, je l'ai. Je vous le garde pour après. Oh, parce qu'en plus, tu sais, il est dans son truc, la Diaspora Defense Force, en mode... ça remet des prix à Laurence Ferrari, tout ça, machin. Et après, un moment, il fait, j'ai quelque chose à vous dire. Je voulais vous dire ça. Et tu sais, évidemment, il y a un décalage dans la technique et tout, machin. Là. C'était tellement drôle. Oh là là, je suis content, putain. On va pouvoir l'écouter après pour se faire kiffer, là. Oh là là, j'ai hâte. Oh, j'ai envie d'arriver à la fin de l'émission, tellement c'est... On continue dans le mezze. Alors là, c'est improbable. Je vais vous parler de Puff Daddy, de P. Diddy. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la choucroute? Parce que P. Diddy envisage d'invoquer le conflit... le conflit entre l'Iran et les États-Unis pour discréditer son procès pour trafic sexuel. Il a... Non mais... Bref, selon ses avocats, au lieu de traquer ce que fait Diddy, avec de l'huile pour bébé, les autorités devraient se concentrer sur les missiles iraniens. C'est TMZ. Alors cette défense... Mon frère, là, cette défense, c'est... Il y a des gens, c'est des bâtards. Je vais vous montrer le... Il y a des gens qui ont dit, regardez l'avocat de Didi. Je vais vous montrer la photo qu'ils ont balancée, ces bâtards. Ils ont dit, ça, c'est l'avocat de Didi. La fouine déguisée en avocat pour celles et ceux qui ne peuvent pas regarder l'écran. Non, mais ça m'a fait délirer. Non, j'avoue... Très très drôle, très drôle. Il y a eu quoi d'autre comme remarque? Ça fait 30 minutes que je réfléchissais. J'arrive toujours pas à trouver le rapport entre les deux. Ces avocats sont aussi nuls que ceux d'Amber Heard. Et il y a Jordi El Nino qui dit, dites-vous, ces avocats sont payés plusieurs millions pour prendre des défenses comme ça. Non mais je te jure, non mais c'est une dinguerie. On va passer à mon petit scan. Je voulais mettre le point sur, je pense, quelque chose qui m'a fait du bien. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'on n'est pas dans le bon pays. Pendant longtemps, ça fait quand même depuis 1 an et demi qu'on est tout le temps en train de parler du traitement médiatique, etc., de Gaza, des pro-israéliens, des pro-palestiniens,
de ce deux poids deux mesures, de ces gens qui perdent leur job pour leur soutien à la Palestine, de l'impunité de celles et ceux qui soutiennent les sionistes, etc. Et il y a un moment où tu te dis, est-ce que je suis pas dans une posture de mec de gauche pro-palestinien, islamo-gauchiste, wokiste, comme ils aiment tous le dire, ou est-ce que, genre, non, c'est juste que le pays ne tourne pas rond, mais quand tu vois l'espace médiatique qui parle et qui marche dans le même sens, toi tu te dis, bah, je comprends pas. Et là, je découvre cette vidéo. Vous l'avez déjà vu, ce mec-là, un journaliste de LN24, c'est une chaîne d'info belge. Et c'était ce mec-là qui avait reçu, je ne sais plus si c'était Géraldine Maillet ou Valérie Benaïm, ou je ne sais plus, qui disait qu'il ne recevait pas l'extrême droite à la télévision belge parce que c'était pas considéré comme une opinion et que donc il ne les recevait pas en direct, il ne donnait pas la parole. C'était un cordon sanitaire et il s'était mis d'accord avec toutes les chaînes et tout. Donc il y a une vidéo de Combini qui est assez intéressante où il explique comment ça s'était fait. Ouais, c'était la Géraldine Maillet, voilà, c'est ça, merci beaucoup Judas. Et il expliquait dans la vidéo de Combini, super intéressante, que je vous invite à voir, mais alors c'est pas une des dernières, j'ai voulu la retrouver, j'ai galéré. Vive l'algorithme. Elle m'avait été suggérée comme ça, il explique comment dans les années 90, je crois, ils se sont mis d'accord avec les autres, avec les chaînes d'infos flamandes, etc., pour ne plus donner la parole à l'extrême droite. Et là, ils ont décidé de suspendre un chroniqueur qui a eu des propos calomnieux, diffamants, mais vraiment sortis tout droit de son huc concernant Gaza. Ouais, vous avez bien entendu, concernant Gaza. Non, c'est pas il a été pro-Gaza et on l'a parce que ça, c'est le schéma classique dans lequel on a l'habitude de baigner depuis 1 an et demi en France, tu vois. Des gens qui vont un peu trop loin dans les faits, si ça va pas dans le narratif, ça se fait dégager. Non, là, c'est l'inverse. Je crois qu'on a trouvé le pays imaginaire, le pays dont on rêve tous. Devait de revenir sur des propos extrêmement choquants qui ont été prononcés sur notre antenne. Des propos absolument scandaleux et surtout factuellement complètement faux. Tout d'abord, au nom de la rédaction, nous vous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être choqués d'avoir entendu ces mots sur notre antenne. Que les choses soient claires, ces mots de ce chroniqueur que vous ne reverrez plus sur LN24 sont à l'opposé du travail que réalisent chaque jour nos journalistes pour vous... Parce que nous, la dernière fois qu'on a entendu des gens dire ça, c'était pour Merwan Ben Lazar quand il avait rien fait, quoi, tu vois. Donc là, on est sur le cul. Encore, ils n'avaient même pas pris la peine de parler dans cet avou. Apporter une information factuelle et vérifiée. Ce chroniqueur a déclaré notamment que les camions d'aide n'ont jamais cessé d'entrer à Gaza. J'ai entendu tellement d'inexactitudes qui sont prises pour des certitudes avérées. C'est-à-dire, Jean-Marc dit il faut que l'aide humanitaire arrive. Les camions n'ont jamais cessé de rentrer à Gaza, jamais. On a beau faire des couves de l'humanité en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza. C'est faux, Israël a décrété un blocus humanitaire, il suffit de taper ça sur Internet. Ça fait pas très journaliste de dire il suffit de taper ça sur Internet, mais bon... Des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Au même moment où cette couve de l'humanité sort, il y a des stories sur TikTok de Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Il a aussi dit que la famine à Gaza était un hoax. La famine, ce n'est pas exactement ça. C'est un hoax. La famine, si vous voulez, c'est pas exactement ça, à mon sens. Il y a quand même des milliers de camions qui attendent devant Gaza avec de l'aide humanitaire. Non. Il y a 20 millions de repas qui ont été distribués par la Gaza Humanitarian Combien de morts? Combien de morts? Mais zéro mort à Gaza. Zéro. Les seuls qui sont morts, ils ont été tués par le Hamas parce qu'ils allaient chercher de l'aide chez les Américains et les Israéliens. De là du caractère odieux de... On a vraiment raté la mise à jour, nous les Français, parce que là, on est en train de voir un média genre normal, en fait. Cette déclaration, non, ce n'est pas un hoax, c'est sourcé, et ce chroniqueur devrait justement vérifier ses sources et enfin dire que les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive avec ce mot Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood, c'est tout simplement une connerie. S'il existe des mises en scène, c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif en période de guerre, en période de propagande, eh bien non, les images... Oui, Andrea, il a voulu dire si tu trouves l'info facilement, oui, bien sûr. Images que nous vous montrons tous les jours à Gaza sont loin d'être des mises en scène. Non mais c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Ce pays existe. Ce pays où les journalistes ont une éthique. Ce pays où on... Là, concrètement, lui, il est dans les grandes gueules sur RMC. Il y reste, à côté de Barbara Lefebvre. Il est dans le ton. On a eu le même genre de cas.
Barbara Lefebvre qui appelle au nettoyage ethnique sur I24, elle est gardée sur RMC, dans le plus grand des silences. Sur CNews, on y va avec de l'apeprisme, de oui mais moi on sait tous que... Non mais tout le monde le sait, mais tout le monde le sait. Non mais c'est dingue, c'est quand même dingue de se dire que... Donc ça existe, donc on n'est pas fou. Donc on n'est pas fou en fait, c'est ça qui est rassurant, c'est de se dire que ça existe. Des journalistes intègres, des chaînes intègres qui estiment que d'être d'extrême droite, c'est pas une opinion, qui estiment qu'on ne peut pas dire des inepties sans qu'il y ait comment dire, sans qu'il y ait de répercussions. Et c'est ça en fait qui fait du bien, putain de merde. Je sais pas si vous vous rendez compte, le chroniqueur en question, qui s'appelle Alain Kupchik, il a réagi, il est chroniqueur depuis 3 ans là-bas, il a réagi à son éviction sur sa page Facebook. Il a dit, s'il reconnaît une erreur factuelle au sujet du blocus, il déplore une chasse aux sorcières orchestrée sur les réseaux sociaux. Rien dans mes propos ne nie l'ampleur ni la gravité des pertes à Gaza. T'as dit qu'il n'y avait pas de mort, chacal, arrête. Arrête un peu, commence pas à m'énerver déjà là. Oh. Mon intervention portait sur le récit, ça fabrique ses angles morts et la manière dont certains discours empêchent toute complexité, voire toute pensée. Dénonçant la campagne de diffamation. Je n'ai insulté personne. Ah oui, il mange des crêpes au Nutella, ça c'est pas insultant de dire ça quand tu vois les images. Va faire un coucou. Va faire un coucou, ça va? Giant coucou, ça va être une nouvelle insulte. Je n'ai insulté personne, je n'ai agressé personne, je n'ai fait que parler. Bah non. Pallywood, Palestine hollywoodien, non, je suis désolé. Là c'est de l'insulte à ces milliers de morts, vraiment. Calme-toi, chacal. Le mec ment à l'écrire, mais visiblement, dans ce pays, certains mots, même vrais, même sourcés, même documentés, suffisent à faire de vous une cible. Tu n'as pas de source de ce que tu as dit, comme c'est faux. Arrête un petit peu, s'il te plaît, tu n'as pas de source. De quoi tu parles? Chacal. Il est con, lui. Sa justification, elle est pire encore. Et il y a quelqu'un qui l'a soutenu. Il y a quelqu'un qui l'a soutenu et qui a dit que c'était de la censure. À votre avis, c'est qui? Qui a dit ça? On le connaît pas, hein, mais ça m'a fait rire. C'est Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Oui, parce qu'en plus, dans un autre poste, Alain Kupchik commence en disant mes grands-pères et mes grands-mères ont été déportés. Non. Tu sais pas pourquoi il a fait tout son arbre généalogique pour dire que il est issu de déportés. T'as envie de lui dire, bah, ça n'explique ou n'excuse en rien les propos odieux que tu viens de tenir. Sache-le. Alors vraiment, ça veut dire quoi GLB? Je vous vois mettre GLB partout là. Oui, alors que c'est marrant parce que là, donc voilà, eux ils l'ont dégagé. Et en France, il n'y a pas d'ordre des journalistes. En fait, j'en discutais avec Mourad Guichard justement parce que j'ai eu l'occasion d'aller le voir sur son tournage la dernière fois. Et après, on est allé prendre un verre, on est resté au moins 3 heures à papoter. Et il me disait que de toute façon, quand ta carte de journaliste, tu l'as uniquement si tu arrives à justifier que tu as 51% de tes revenus qui proviennent d'un organisme de presse qui est reconnu. Donc moi, par exemple, si je bossais chez le média tout le temps et que 51% de mes revenus provenaient de chez eux, je pourrais demander la carte de presse. Super, ok. Georges-Louis Boucher, président du MR, parti extrême droite. Ah ouais, d'accord. En fait, il m'expliquait que même s'il y a la charte de Munich, les journalistes n'ont pas voulu avoir un ordre comme l'ordre des médecins, qui permettrait de régir, de pouvoir retirer ta carte de presse ou pas, d'exercer ce métier ou pas, après avoir fait des dingueries. Et en fait, ils avaient eu ces réflexions-là après l'histoire de Fidel Castro, Patrick Poivre d'Arvor, où il avait fait semblant de faire une interview de lui, soi-disant que c'était en direct, etc., alors que c'était du montage. Et il n'y avait eu aucune répercussion. Parce que Too Big to Fail, c'était l'animateur qui faisait à l'époque des... J'ai plus les stats du JT de 20h à l'époque quand PPDA présentait, mais c'était une dinguerie et donc on avait justifié que on n'allait pas le retirer, machin. Et puis c'est passé crème, quoi, tu vois. Et en fait, le problème c'est que en plus de se tromper, ça peut arriver, mais de quasi jamais revenir sur leurs paroles, parce qu'il faut savoir que les journalistes très en place et très connus en France ont aussi un ego de ouf et ils ne supportent pas qu'on les pointe du doigt quand ils manquent de professionnalisme. CF Bourdin, CF Truchot,
quand tu les mets face à des faits et que ça va pas dans le sens de ce qu'ils avaient en tête, parce que eux ils ont totalement oublié les faits, ils sont dans le ressenti et ils le mélangent avec un fond de piste de journaliste et de journalisme et ça donne leur ligne directrice, tu vois. Et ben en fait, il y a rien qui peut. L'Arcom, on va la mettre de côté, hein, elle est aussi utile que Adil Rami pendant la Coupe du Monde 2018. Elle est là pour l'ambiance, vraiment, clairement pour l'ambiance, mais c'est pas avec elle que tu gagnes un match. Et donc, on n'a pas un ordre qui dit bon bah là, un tel a dit des dingueries, ne s'est pas excusé, elle ne pourra plus exercer ce métier. Parce que tu vois, si on commençait à faire ça, je pense qu'on perdrait facilement 30 ou 40% des journalistes à la télé. Et je suis gentil, hein. Je pense qu'on dépasserait même presque la moitié. Parce que c'est devenu monnaie courante en France. Et nous, on pète un plomb et eux, ils pensent qu'on pète un plomb parce qu'on est dans une posture de juste être dans l'opposition, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout mon délire. Je déteste être opposé pour être opposé. Si demain, tu es à l'opposé de moi, mais que tu as une bonne idée, je reconnaîtrai que tu as une bonne idée, tu vois. Et là, en fait, on est discrédité parce qu'on est des petits médias, parce qu'on est sur Twitch, parce qu'on est sur TikTok, parce que personne ne nous regarde. Hein. Clairement, moi, j'ai pas d'impact. Mais c'est pas grave, parce que je le fais quand même, parce que je me dis qu'on sème des graines et que potentiellement, ça peut faire bouger à terme les choses. Mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue de voir que notre journalisme est en roue libre, quoi, depuis... Et puis, bah, évidemment, le rachat et la centralisation des médias, etc., n'aide pas, parce que ben, quand tu as plusieurs médias qui appartiennent à un même groupe, qui appartient à un même homme, qui a une idéologie, bah, on voit que c'est très compliqué d'avoir de la pluralité. On va demander d'aller dans le sensationnel. En plus, il y a de plus en plus de médias, donc course à l'audience. Donc, ça veut dire il faut qu'on ait des choses qui choquent, qui fassent parler l'opinion publique. Bref. N'arrête jamais, s'il te plaît, Kevin. Bah non, on n'arrêtera jamais, hein, on n'arrêtera jamais, franchement. Je me suis renseigné, même si demain je deviens sénateur ou ministre, je peux continuer à avoir mes lives, tout ça, tant que si je gagne de l'argent, je le déclare, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, c'est cool, donc c'est bon, vous inquiétez pas. Et puis, si demain, quand je sortirai Monerville le musical, ma comédie musicale, et qu'elle cartonnera, et vous l'aurez entendu ici, devant, on est combien là? Devant les 60 personnes qui sont là, quand ça cartonnera, eh ben, je serai encore là. Je serai encore là, sur cet ordi, en train de papoter avec vous. En plus, je pourrais le faire encore plus longtemps parce que j'aurais tellement d'argent que j'aurais plus besoin de travailler et que je pourrais juste faire des lives pour parler avec vous. Comédie musicale, bah oui, je suis obligé de faire une comédie musicale si je veux être invité pour parler géopolitique à la télévision française. Il y a une autre info qui est dingue d'Arrêt sur Image. Une info de Elodie Savary qui dit: j'ai visionné les 48 JT de TF1, M6 et France 2 sur la semaine qui a suivi les attaques israéliennes en Iran. Pas un sujet sur Gaza, tout au mieux quelques secondes de off. Pourtant, du 13 au 20 juin, au moins 537 Palestiniens ont été tués et 2300 blessés par Israël. Ça aussi, c'est une dinguerie. Merci à Elodie Safari, je ne connais pas, pour son travail de veille et pour son navigateur sur Mac, hein, qu'on peut remercier. C'est assez dingue, hein. Alors, c'est quoi Monamen qui nous dit: quand tu as la présentatrice de la matinale de France Inter qui te dit que son rôle, ce n'est pas de sortir la vérité, mais d'avoir un moment, une séquence qui se repasse en boucle. Ouais, non, ça, c'est dégueulasse, c'est scandaleux. C'est pareil quand on voit comment on parle, oui, ça, de l'attaque d'Israël en Iran. Regardez comment cette journaliste raconte l'assassinat israélien de scientifiques iraniens. On parle donc de mise à mort en dehors de tout cadre, hein, voilà, comme d'habitude, hein, vous connaissez les bails. Et regardez comment c'est dit, c'est assez dégueulasse. Attendez, j'ai la vidéo, je l'ai, mais je l'ai pas. Allez, attendez, je vais aller les chercher sur le Telegram. Ça, ce qui est bien, c'est que maintenant, je suis tellement rodé et huilé que dès qu'il y a une vidéo que j'ai pas, je vais sur mon Telegram et hop, et ben elle y est. Et hop, alors excusez-moi, hop, je vous la fais écouter de ce pas. Aspect de cette opération dont on a moins parlé, c'est l'opération Narnia. De quoi parle-t-on? On parle donc là d'une opération où l'armée israélienne a fait tuer
des scientifiques iraniens, 9 ou 10. Regardez l'intro de ce truc-là. C'est lunaire. Normalement, c'est quelque chose de grave. Tu prends un ton factuel, neutre et tout. L'opération Narnia, alors je me suis longtemps interrogée sur ce nom parce que bon, Narnia c'est un pays de neige, on y rentre par une armoire. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette opération? Il y a un lion dedans, comme dans Rising Lion, le lion Aslan. Donc un lion. J'ai résolu. Je suis désolé, mais ce mystère. Mais l'intro de sa putain de chronique, on dirait qu'elle va nous faire une chronique culturelle, la cousine. On est d'accord? Alors, Rising Lion, et il y a un lion, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le lion, vous allez voir, c'est très très drôle. Non mais, tu vas annoncer qu'ils ont assassiné des gens, Chacalette. Tu peux pas prendre ce ton. T'es qui, toi? Ben, non. Et l'opération Narnia, c'est une opération secrète menée avec des membres de leur famille en plus et le voisinage. Ah ça, j'ai pas l'info, mais c'est ça, c'est horrible. Par les services de renseignement israéliens en plein territoire iranien qui a consisté à éliminer 9 puis un 10e qui s'est échappé, des scientifiques les plus en pointe du programme nucléaire iranien au moment où ceux-ci étaient sur le point de lui faire passer un seuil critique dans la capacité à militariser le nucléaire. Et donc, ils ont été, dit-on, dans le média américain de Warzone, ils ont été tués, assassinés pendant des opérations qui se sont déroulées la nuit, pendant leur sommeil. On a quelques infos sur le déroulement, mais pas du tout sur l'arme, parce que l'arme utilisée fait encore l'objet d'une censure militaire. D'une censure militaire, on ne sait pas encore, mais on reviendra très vite. Non mais... Ouais. Cuenta direct. Cousine, je sais que toi je te connaissais pas, hein, tu vas y aller, hein, tu seras dans la Cuenta, tu prendras un enferme, tranquille. Tranquille, t'inquiète. Le principal, c'est la santé. Très rapidement, pour rester dans les analyses télévisuelles françaises, pour comparer avec et pour finir d'ailleurs, avec la Belgique, regardez-moi ça. Je ne l'ai pas vu cette vidéo, on va la regarder ensemble. Ça se trouve, il va y avoir des dingueries. Je pense que oui, parce que c'est Pascal Praud et Bernard-Henri Lévy sur le même plateau. Parce que oui, évidemment, Bernard-Henri Lévy, il a été invité partout. Qui parle de Dominique de Villepin. A été interrogé. Il y a tapis rouge en ce moment de Dominique de Villepin. On connaît ses positions. Tapis rouge à France Inter. Tapis rouge quotidien. Bon, l'émission de Yann Barthès. C'est des émissions quand même qui font, qui font l'opinion. Hein, qui sont des indicateurs. Ça vous interpelle? Ça vous intéresse? Mais ça n'existait pas de la même manière il y a 20 ans. Ça me choque. Oui. Moi, je pense que ce qui se passe autour de Dominique de Villepin aujourd'hui est très inquiétant. Parler de la France, alors ça, c'est vraiment inquiétant pour la France. Cette espèce de ralliement de l'extrême gauche et de l'extrême droite ou de la droite ultra à Dominique de Villepin, ou pour une raison. C'est parce qu'il tape sur Israël du jour au lendemain. C'est ça son principal argument de campagne. Comme Jean-Luc Mélenchon. Il y a là quelque chose, bien sûr, qui m'inquiète sur la santé démocratique de notre pays. Mais les médias? Les médias, ils sont le reflet de ça. Et puis, ils l'encouragent aussi, naturellement. On ne sait jamais quelle est la part dans les médias de la façon dont ils reflètent une réalité et de la façon dont ils la créent. Mais bien sûr que c'est... Mais ça, on a le droit d'être révolté, on a le droit de s'insurger, on a le droit d'écrire des articles combatifs. On a le droit de remarquer que Monsieur de Villepin... Ah mais, attends, je vais remettre là ce qu'il a dit là. On a le droit de s'insurger, on a le droit d'écrire des articles... combatif. On a le droit de remarquer que Monsieur de Villepin est reçu avec tapis rouge, c'est tout. Oui. Mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Avec tapis rouge, c'est tout. Et il est en face de toi. Le frère, c'est que BHL, il est pas avec un tapis rouge partout. Non mais c'est quand même dingue de dire ça. BHL, il est pas avec un tapis rouge partout. Pascal, tu... Non mais vraiment. Genre là tu m'énerves là. Hein. Parce que t'as un mec qui est la définition du tapis rouge en face de toi. J'ai jamais vu un mec, lui il a les clés.
Il a les clés des studios. Lui, c'est lui qui déroule le tapis rouge lui-même. Enfin, je vais me mettre mon petit tapis rouge. Tu sais, quand il arrive, lui, toi, tu crois que c'est son tapis de pilates, de yoga? Non, c'est son tapis rouge. Moi, je vais mettre mon petit tapis là. J'arrive par là. Hein. J'arrive par là. Sylvain va me microter comme d'habitude. Et puis, je vais dire ce que j'ai à dire. Pardon? L'émission avait commencé? J'en ai rien à foutre. Allez, je fais mon entrée sur le tapis. Poiré de fromage de chibre. Oui, tapis rouge. Oui. D'ailleurs, vous avez refusé d'avoir un échange avec lui. Je crois qu'il y avait possibilité de faire un débat. Vous voulez pas débattre avec lui? Je ne souhaite pas débattre avec lui, non, parce que je pense que je pense qu'il va me... Vous savez, comme il est quand même plus intelligent que moi et qu'il est factuel, je pense qu'il va me défoncer devant tout le monde et j'ai pas envie d'être humilié. Le sujet qu'il aborde, et notamment le sujet que nous venons d'évoquer, est trop grave, trop explosif. Les propos qu'il tient sont trop irresponsables pour que je souhaite remettre une allumette dans l'incendie que parfois il provoque, l'incendie des âmes, l'incendie des esprits. Et je pense que Villepin, qui a été un homme d'État, il lui arrive de se conduire en incendiaire des esprits lorsqu'il aborde les questions du Proche-Orient. Et l'autre qui disait tout à l'heure, non mais il se prend pour qui, Trump? Non mais toi ça, par contre toi ça va, toi t'es legit. Tu me dégoûtes, franchement tu me dégoûtes. Vraiment, hein, lui, une fraude qui dure depuis beaucoup trop d'années. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi on n'est pas comme en Belgique. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, maintenant, quand tu refais le fil du truc, concentration des médias, majoritairement des propriétaires d'extrême droite, bourgeois, machin, fascination autour de l'argent, du culte de l'argent, milliardaire, philosophe. Ah ok, ouais, lui, faut qu'on l'invite, il est génial, mondanité, machin. Non, en fait, tu comprends. En fait, non, tu comprends. Ouais, Villepin, basé sur la Palestine, mais il a sorti son programme. C'est un gros droitard, un macro mental. Ah ouais, il a sorti son programme? Moi, on m'a dit... que j'écoutais le média, il disait qu'il n'avait pas encore montré tout son programme. Il avait juste dit que pour la retraite, il voudrait revenir sur la retraite à 64 ans et sur un truc à point ou je sais pas quoi. Oui, après, c'est un droitard. Hein. C'est un droitard. Mais moi, j'ai un... Il est gaulliste. CPE, tout ça, c'était sous lui. Il a le mérite, enfin, son gouvernement a le mérite d'avoir step back sur le CPE après les manifs. Parce que c'est très rare de nos jours de voir un gouvernement step back après des manifs. Mais lui, en revanche, islamo-gaulliste, il va bientôt nous sortir. Il est islamo-gaulliste. C'est génial, c'est vraiment ça. Islamo-gaulliste. Ouais, retraite à point, c'est pire. Mais moi, je pense que lui, en tant que président, mais avec un premier ministre... façon Clémence Guettet, Guiraud ou Bompard ou Aubry, ça peut faire un truc pas mal. Parce qu'il lui, il va plutôt s'occuper de la représentation internationale. Et puis, et voilà quoi. C'est déjà sorti. Ah, c'est déjà sorti, islamo-gaulliste? Ah, génial. Il ne dépassera pas les 10, ouais. Non, mais là, en fait, là, ce que me disait un pote, il me disait que la hype que tu as 2 ans avant, la hype que tu peux avoir en tant que présidentiable 2 ans avant une élection, c'est pas la même que 6 mois ou 7 mois avant. Tout peut bouger, donc voilà. Je vais faire une vidéo qui n'a rien à voir, qui est entre deux. Et je voulais la regarder. Bah, je vais la regarder après le no comment. On va la regarder après le no comment. Mais ce sera pas du miel, hein. Là, ce sera hard. Ce sera de la harissa. No comment, vous connaissez les règles, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous pouvez mettre des emojis si vous êtes en train d'écouter cet épisode en direct sur Twitch. C'est parti. On commence avec Rima Hassan. Rima Hassan est plus appréciée des Français qu'Emmanuel Macron selon l'IFOP. Ouh. Cristiano Ronaldo a prolongé jusqu'en 2027 son contrat avec Al Nassr. Il va toucher 548 000 € par jour. Booba a tweeté Kylian Mbappé en disant « Si tu laisses pas Nassr
Si tu laisses pas Nasser, le président du PSG, tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi t'as chopé une gastro. Et enfin, la dette publique de la France a de nouveau augmenté et a atteint 345 milliards 800 millions d'euros de dette au premier trimestre 2025 selon l'INSEE. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est... Voilà. Alors, avant d'attaquer le miel avec une petite vidéo qui fait plaisir, un peu satisfaisante, je voulais mettre... Et Franck Tapiro qui nous fait un rap éclaté au sous-sol. J'avais une vidéo, je ne l'ai pas passée. Regardez la condescendance. On avait parlé de Youssef Swat, le rappeur qui avait interpellé Retailleau pendant la fête de la musique. Pascal Pro n'avait pas aimé. Et bien sur le plateau de CNews, il n'y a pas que Pascal Pro qui n'avait pas aimé, il y a aussi cette raclure de chiottes que je ne connais pas. On va l'écouter. On va pas... Déjà qu'un rappeur a du mal à être un artiste, on ne peut pas lui demander en plus de réfléchir. Alors déjà là, ça commence fort là. Déjà là, j'ai envie de te mettre du poil à gratter dans le col de ta chemise, vraiment. Parce que la phrase est d'une violence. Donc pour lui, le rap, ce n'est pas de l'art. Déjà, ça commence bien. Non, pardon, le rap est une sous-culture, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, le rap est une sous-culture. Que vous le vouliez ou non. Ça, j'adore cette tournure de phrase. Que vous le vouliez ou non. Comme si, tu sais, lui, ce qu'il disait, c'était péremptoire. C'était sentencieux. Que vous le vouliez ou non, c'est une sous-culture. De toute façon, c'est comme ça a été dit par... Lui, c'est mon trou du cul là-bas, là. C'est lui qui l'a dit. Je sors cette info de là-bas. Donc là, vraiment, lui, en Belgique, ça dégage tout de suite. Hein. Mais en France... Oh, vous pouvez pas dire ça. Mais dites-le quand même. Permettez qu'il y ait une liberté dans les goûts musicaux. Non, mais il n'y a pas de souci, mais vous me permettez de dire que le rap est le triomphe des dégénérés dans la musique. Oh là 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 là. Genre, à chaque fois qu'il a une occasion de fermer cette espèce de trou qui lui sert de bouche, cette espèce de bouche d'égout, non, il faut que il remet 6 pièces. Voilà. C'est pas de souci, hein, mais moi... De dégénérer. Moi, j'aime de temps en temps au McDo, c'est pas un problème. Mais je dis pas que c'est de la cuisine 3 étoiles. Oh là 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 là. Non mais, non mais lui là, cette déférence, cette façon de... vraiment, mais... cet élitisme, ce regard dédaigneux sur ce que tu considères toi comme étant être une sous-culture, comme si tu avais la capacité de décréter ce qui était une culture de ce qu'il n'est pas, qui est une posture très 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 fasciste, hein, très colonialiste, de supérioriser de l'art, qui quand même reste de la subjectivité, et de dire non, ça c'est au-dessus, ça c'est de la culture, ça ne l'est pas. Cette posture-là, je suis désolé, mais elle rappelle vraiment les heures les plus sombres de notre histoire, quoi. C'est une posture élitiste, bourgeoise, colonialiste, j'insiste dessus. Vraiment. Comme le disait Henri Deléquin, hein, cette musique nègre, comme il le dit, ben là, on a ce même relent, tu vois, c'est scandaleux de dire ça. C'est scandaleux, vraiment. Il me dégoûte. Je sais même pas ce qu'il c'est. Il casse les pieds d'être tous là. Où il les fabrique, les trous du cul, là? C'est quoi la fabrique à trous du cul de chez CNews pour ramener des trucs sur... Comme ça, ils nous ramènent des trous du cul tous les jours, là. Oh. Je suis pas d'accord sur De Villepin, nous dit Nafta. Tu as pas un programme politique en étant basé sur la Palestine. Pour l'extérieur, il garde une vision coloniale et gaulliste du monde. Fais attention à Villepin, je ne pense pas qu'il s'intégrera à un mouvement de gauche qui reste une philosophie. Je suis plus à gauche que LFI, je suis plutôt soutien de plus en plus critique et je voterai pour eux. Très bien, mais moi je pense qu'il y a moi je pense que LFI n'y arrivera pas tout seul. Parce que le vieux, il est clivant. Et ça va être très compliqué de passer outre. Très très compliqué.
Ah ouais, je suis flou. Ah ouais, chelou, attends. Putain, même... ça y est, ça commence à la censure. Hein. Ah le bâtard. Pourquoi je suis flou comme ça? Attends. Quand c'est flou, il y a un loup. Ouais, c'est la CIA, là. Hein. Oh, je suis flou. Ah, des barres. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est plus... Enfin bref, on en reparlera, mais... C'est intéressant d'ailleurs, on en reparlera. Parce que je suis mi-figue, mi-raisin. Parce que je me souviens qu'il a vendu pour une bouchée de pain, qu'il a privatisé les autoroutes, et ça a été l'un des pires moves. J'en avais parlé dans Rendez-vous à l'époque d'ailleurs. Alors que je l'aimais bien, et là il m'a déçu. Bah, mais bon. On va se finir avec un peu de miel, attends. Un peu de miel, bougez pas. On a cette vidéo de Glu Patate, j'adore leur taf. Avec le fameux justement Thierry Coville. Spécialisé. Alors Thierry Coville c'est qui? Pour celles et ceux qui auraient aimé avoir un peu plus de rêves sur le boog, c'est un... Ah bah je l'avais noté quelque part, je l'ai plus. C'est un gars qui est à l'IRIS, hein, qui est chercheur à l'IRIS. Il est docteur en sciences économiques et ça fait 20 ans qu'il effectue des recherches sur l'Iran contemporain. Il a publié beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Alors, on va se faire ce petit medley mielleux de 2 minutes 47 de pur bonheur. Thierry Coville, mesdames et messieurs. Saddam Hussein, 1980, il estime qu'il y a une menace existentielle du fait de la révolution iranienne. Il attaque l'Iran. 500 000 morts, 8 ans de guerre. Vladimir Poutine estime qu'il y a une menace existentielle du fait de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il attaque l'Ukraine et c'est pas bien, etc. Donc si vous voulez, qui décide que c'est la menace existentielle? Donc le pays en question décide que c'est une menace existentielle, il attaque, vous vous rendez compte le monde dans lequel parce que le régime menace Israël. Non, c'est pas vrai. Ah bon. Je voulais, d'autre part, sur le point du problème nucléaire, il faut arrêter de... Non mais je parle des menaces. Oui, mais au-delà même ils du n'ont nucléaire. jamais menacé d'attaquer Israël. On mélange tout parce que je pense qu'il y a une manipulation de la population. On parle du programme nucléaire iranien et on nous parle toujours, je connais bien la chanson parce que ça fait des années que je travaille dessus, on nous parle de ces menaces qui sont vraies, de ces attaques directes contre l'existence d'Israël de la part des dirigeants iraniens, mais les deux sont pas liés. Donc il faut être précis. C'est-à-dire les deux sont pas liés. Il n'y a pas de nucléaire militaire. Alors attendez, si vous voulez, il faut être précis. Le programme nucléaire iranien, enfin j'avais déjà parlé, il est arrêté à la révolution iranienne. Il commence du temps du Shah. Donc il est arrêté, hein. C'est des faits. Il reprend effectivement au milieu des années 80. Alors il y a un programme balistique et un programme nucléaire iranien. Ils veulent construire la bombe atomique à l'époque. Pourquoi? Là, Truchot, il est emmerdé parce qu'il maîtrise pas tout, là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attaqués par Saddam Hussein, ils n'ont pas fait le poids sur le plan des forces conventionnelles. Tous les pays occidentaux ont été des Saddam Hussein, dont la France, et le Conseil de sécurité des Nations Unies, j'en reviens au droit international, n'a jamais condamné l'attaque de Saddam Hussein. Donc ils se sont dit, on est seul face à tout le monde, et le droit international ne protège pas. On a besoin d'une force de dissuasion comme la France. Donc si vous trouvez un spécialiste... Il a jamais maîtrisé quoi que ce soit, à part maîtriser les infos qui sortent de son cul, c'est tout. De l'Iran qui peut vous dire le contraire, le programme nucléaire militaire iranien, il est lié à la volonté d'avoir une force de dissuasion. Ils ont joué depuis la sortie de Trump de l'accord, donc Trump est quand même directement responsable de la situation d'aujourd'hui. Ils ont sorti des clous et ils ont commencé à enrichir l'uranium. Donc, en dehors des clous de l'accord de 2015. Donc ils sont passés à 20%, suite d'ailleurs à l'assassinat d'un scientifique iranien par Israël. Ils sont maintenant à 60%. Il y a deux explications à ça. Je dis ça pour que les gens comprennent bien. La première explication, c'est que leur seul moyen de pression face aux États-Unis et la communauté internationale, c'est de dire si vous rentrez pas dans l'accord, on continue. Faut les comprendre si vous voulez. Ils n'ont pas d'autres moyens de pression. On voit très bien, le droit international n'existe plus. Excusez, je termine. Parce que c'est important pour comprendre pourquoi il y a la guerre et le mensonge qui est en train d'être fait actuellement. Deuxième explication, c'est qu'ils veulent devenir, et je crois que vous avez des spécialistes des questions nucléaires, une puissance du seuil. Quand vous êtes une puissance du seuil, vous ne voulez pas faire la bombe atomique, mais vous avez de telles maîtrises de l'enrichissement d'uranium que vous pouvez la fabriquer rapidement. Ce qui veut dire que c'est pas la même chose que d'avoir la bombe atomique. Ce qui veut dire qu'il faudrait savoir si Donald Trump a les preuves. Moi, je demande à voir les preuves. Est-ce que l'Iran avait décidé de construire une bombe atomique? Tous les services secrets de la planète disent non. Même les propres services secrets américains ont dit à Trump non. On n'a pas les éléments qui permettent de dire que l'Iran est allé vers la... On peut être précis quand même. Oh putain, bah voilà, CQFD. Putain de merde, CQFD. CQF, putain de D. Le droit international est aussi réel que Bardella au Parlement européen. Ouais, de ouf. Ce chercheur est très basé, mais il va plus jamais réapparaître. Jurisprudence Boniface. Ouais, bah, il a apparu 2-3 fois, mais je pense que ça s'arrêtera là. Et enfin, pour finir,
Franck Tapiro avait quelque chose à nous dire. Et le cessez-le-feu, il est très fier de sa vanne. Et là, pour la Diaspora Defense Force cérémonie qui a récompensé Laurence Ferrari et compagnie, il a décidé de faire une mise en scène avec du slam. C'est parti. Je vais vous dire ça. Déjà là, le décalage, il est génial. Je voulais vous dire ça. Ah merde, c'est à nous là? Oui, voilà, c'est ça. Quand il parlait de rap sous culture, l'autre, en fait, il venait de voir la vidéo. Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort, s'il vous plaît. Je suis né un 7 octobre. Le pire cadeau d'anniversaire. Devant ces crimes ignobles et ces images délétères, le monde nous jetait l'opprobre. Comment ne pas se taire? 10 jours plus tard en Israël avec le KKL, cette société israélienne qu'on voulait soutenir nous a donné des leçons pour mieux rebondir. Debout, réunie, résiliente, consciente que derrière la fureur et le feu, c'est son existence même qui est en jeu. Seulement voilà, en Israël, il y a une armée pour garantir sa sécurité. Et même si là, ils se sont plantés, le pays derrière pour respirer. Il n'arrive pas à lire le texte. Le prompteur, il va trop vite. Titi Grominé. Et pour se défendre, on a quoi, nous? Notre envie, notre sionisme et notre chutzpah. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Voilà pourquoi on a eu envie de créer une armée de défense de la diaspora. Une armée qui veut gagner la guerre de la vérité. Après une telle épreuve, il est temps de se réveiller. IDF en Israël, DDF en diaspora. On est fiers, on relève la tête et la mezouza, elle bouge pas. Dès le 8 octobre, on a bien compris que le massacre n'était pas fini. La compassion fut de courte durée. L'agresseur devenait l'agressé. From the river to the sea, Palestine will be free. Chantent ceux qui pensent qu'on l'a bien cherché. Apartheid, génocide, nettoyage ethnique, crime contre l'humanité. On ne va pas les laisser tordre la vérité. Après les larmes, le temps des armes. Éducation, histoire, communication. Coolio, il fait le tourniquet dans sa tête. Coolio, il doit être en train de dire Yo, what the fuck, merde. Qu'est-ce qu'il a Gourminet. Titi et Gourminet, là. What the fuck. On éduque et on rééduque les jeunes générations. L'histoire d'Israël et de sa région. La vraie, sans révision, ni négation. Oui, sans révision, sans négation. Parce que avant le 7 octobre, c'était la paix. On le sait tous, les Palestiniens avaient plein de trucs à manger, il n'y avait pas de blocus. En Cisjordanie non mais là on parle de Gaza là. C'est chiant, parce que là j'avais pas écrit pour la Judée-Samarie. Moi je m'étais concentré sur Gaza. Là, Cisjordanie, j'avais pas préparé les punchlines parce que t'es chiant, t'es chier. Rachel, remets-le. On produit des contenus, des anti-sèches contre les anti-juifs. On diffuse des vidéos grâce à nos journalistes exclusifs, indépendants, avec des arguments corrosifs. Avec des arguments super. On les connaît. Explosifs, avec un seul objectif, démonter tous les poncifs, que les ennemis bombardent en compulsif. Ces terroristes tirent des salves de toutes parts, de mensonges, des rafales. Il s'est mis des mots super durs. Il s'est mis des mots super durs à dire. Quand on a un chantement, du coup on comprend rien du tout. De calomnie, et même si ça nous ronge, on doit résister et jamais rien lâcher, car si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. La vérité prend l'escalier. Il l'a dit vraiment, Zarba c'était sa punchline à lui. Notre action de riposte opère sur tous les terrains, tous les tableaux, dans les médias, les plateaux. Radio, télé, réseaux sociaux, clash, polémique, tout redescend dans l'espace public. On se réunit chaque semaine, un peu comme une thérapie. On se remonte le moral, on débat et surtout, on agit. Prof d'histoire, artiste. Là, ce qui est bien, c'est qu'il nous a fait un petit medley des gens qu'on met dans la cuenta, là. Journalistes, politiques, ex-otages, leurs familles, éditorialistes, experts de tous horizons et de toutes confessions, on passe par toutes les émotions. Pendant des heures, les gens chantent, dansent, écoutent, apprennent, rient parfois, ils pleurent. À la fin, la Hatikva et la Marseillaise, ça fait passer la douleur. On a tous arrêté de travailler, on a mis notre énergie, notre temps, notre argent. On aurait aimé... Ah, ils ont tous arrêté de travailler pour faire ça? Ah ouais, ils étaient hier un peu, hein. Parce que nous, on peut pas arrêter de travailler, hein, je te le dis. Ouais, et pour le coup, la guerre de l'opinion, j'ai l'impression que ça va, quoi. Sur le réseau, avec 5 balles, un petit micro, des néons, on arrive à...
Ah putain. Ne jamais avoir à faire tout ça, mais on l'a fait. Heureusement. Quand on nous demande comment ça va, Faut reprendre le travail, je te jure. on répond mais quand Oui, pour leur quiz de merde, ils ont rien eu, c'est vrai. on se bat, ça va. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il reste encore beaucoup de combats. Le judaïsme et le sionisme ne sont pas des gros mots. Non, bon il n'y a pas de génocide à Gaza. Il Si, il y a un suffirait génocide. de libérer les otages pour que tout s'arrête. Le cessez-le-feu est un cessez-le-feu. Ah, ça. Il fallait qu'il place sa vieille punchline. Je l'avais oublié. C'est vrai qu'il l'avait mise dedans. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Oh là là. C'était le feu. C'était le feu. Oh là 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 là. T'es nul. T'es nul. Grand corps malade à 24 heures pour répondre. Ah putain. Ouais, dans sa tête, il a d'être ça là. Oh, c'est nul. Oh là là. Allez, on finit. On ne dit plus antisémitisme, mais haine des juifs. Pour lutter contre le blues des fake news. Pourquoi n'y a-t-il que ces news? Bah déjà, pour lutter contre le blues des fake news, pourquoi n'y a-t-il que CNews? Donc à partir du moment, chacal, où CNews, c'est ton gars sûr, c'est bon. Oh, là franchement, là le mec il vient de tuer tout son slam claqué, là, genre vraiment, pourquoi n'y a-t-il que CNews? Bah, là frère, déjà, t'es gentil, hein. CNews, LCI, BFM, RMC, Sud Radio. Chacal, dis Europe 1, dis les chaînes en entier. Dis vas-y, hein. Putain. Un mensonge répété à l'infini devient une vérité aujourd'hui. On peut dire merci à tous les collabos insoumis. Ah, les collabos insoumis. Mais ils sont où les potes de touche pas à mon pote? Quand on a commencé à toucher les feuges, la paix c'est comme la guerre, faut être deux pour la faire. Free Gaza from Hamas for Palestine Paradise. Free Gaza from Hamas à Palestine Paradise. On doit frapper juste, frapper fort, pour que la peur change de camp. Rééduquer. Pour que la peur change de camp. La peur? La peur de quoi? Alors c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile d'afficher un sionisme décomplexé dans le plus grand des calmes. Mais tu perds pas ton job. Tu te fais pas virer de ta chaîne dans laquelle tu travailles, ou la radio, ou on peut pas te soupçonner d'apologie à quoi que ce soit. Contrairement aux gens d'en face. Donc la peur, t'es gentil. Communiquer, poster, riposter. Il parle en anglais comme Rof. Ah bah Sifaoui, évidemment, celui qui nous a toujours pas dit où était l'argent. Va voir qu'on se penche sur cette histoire de fonds Marianne. Parce que Marlène Schiappa, qui a donné de l'argent à Sifaoui, là, fonds Marianne, pour lutter contre le séparatisme, machin, mon cul, tout ça, on n'a jamais su ce qu'ils avaient fait de l'argent, et on dirait qu'ils n'ont pas de compte à rendre, et elle a même eu la Légion d'honneur, là. Et surtout, ne rien lâcher. Israël n'a pas perdu la... Ah bah Chalgoumi, Chalgoumi, évidemment. Guerre de la com, il avait d'autres priorités. Mais depuis le 7 octobre, la diaspora a repris le relais. TDF doit continuer de recruter, mobiliser, s'engager, signaler. On doit tous et tous être les seuls à la vérité. Parce que même si on est seul, le plus important, c'est d'être ensemble. Aidez-nous à vous aider. Je voudrais vous On dire... dirait une phrase à la Enrico Macias. Aidez-nous à vous aider. Donnez-moi et je rends après. C'est vraiment... Oh là 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 là. N'importe quoi. C'était nul. C'est bon, je les vois même si on est seul. Oublie pas de raid quelques fins troublantes. Acide live encore. Bah vas-y, c'est parti, on va faire ça. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à tous mes cracks d'avoir écouté. C'était un plaisir, un honneur, un privilège de servir à vos côtés. Et je vous dis à lundi prochain pour blablater tous ensemble. Vous êtes les meilleurs. et de... Si, c'est le feu. Ça, c'est le feu. Voilà, ça c'est la punchline qu'on retiendra. Merci, en tout cas, c'était un kiff. Et je vous dis à très très vite. Ciao, 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 putain de merde.
trying to breathe, I dream of a quiet land, loved by the sea, the sweetness of your hand. These lines were drawn to breed blind hatred. Tears of a nation cannot wash away the blood on the sand. 7 days a week, I'm praying God to succeed, 'cause it only takes one wave to die. I can't stand the way I look at you, while I'm afraid of unlike us.